de faire une présentation sur les phénomènes chaotiques et les systèmes complexes. Donc on va parler un peu plus de ce que ça signifie ce soir, mais il y a donc la première conférence qui est celle-ci qui part d'un point de vue assez scientifique sur les phénomènes chaotiques, les outils scientifiques pour les étudier et comment ces outils et ces raisonnements sont transposables dans la vie de tous les jours. La deuxième conférence va plus se concentrer sur les systèmes, notamment les systèmes complexes, et donc c'est François qui la fera. Et l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'un système et comment est-ce que les événements s'articulent au cœur d'un système. Et on va voir aujourd'hui que les systèmes, il y en a partout et nous faisons tous partie de différents systèmes. Et donc l'approche qu'il va proposer à travers on pourrait dire l'histoire vraie dans un film, va permettre de montrer ce que c'est que le système dans la vie de tous les jours et comment est-ce qu'on peut agir dessus ou qu'est-ce qu'on y subit. Et en fait, la dernière conférence est encore en construction parce qu'en fait, elle va dépendre des retours que vous nous donnerez pendant les conférences, pendant les deux premières conférences. C'est-à-dire qu'on va identifier les questions récurrentes et voir comment est-ce qu'on peut y répondre de façon claire. Alors, on a déjà bien sûr des axes de réflexion sur lesquels on s'attend à avoir des questions, mais peut-être que d'autres idées vont surgir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, même qui vous semblent complètement stupides. On est entre nous, bon, c'est filmé, mais on fera si vous voulez, si vous posez une question sur ce point, il n'y a pas de problème. Donc 3 conférences, donc la prochaine est en novembre, décembre. Novembre, oui. Novembre, et la dernière en mi-novembre. Mi-novembre et fin janvier, mi-janvier, c'est ça? Début On va vérifier janvier. sur le programme, Il me c'est semble pas que grave, c'est c'est sur le début site janvier. internet qui est assez bien. Ça, c'est Oh la fleur. Allez, depuis qu'il a fait. il se sert, il a raison. J'ai rien. Bon, donc voilà, donc le cycle est présenté, donc on peut attaquer la première conférence donc, que j'ai intitulée Chaos et systèmes complexes, donc qui est quelque chose de relativement général. Ariane va vous donner les dates que vous pouvez noter tout de suite dans vos agendas. 8 novembre et 19 janvier. 8 novembre. 8 novembre. D'accord. Ah zut, on se dépêche. Ouais. 8 novembre Le et 19 prochain. janvier. Le 8 c'est un mardi et le 19 c'est un jeudi. Voilà. Donc, tout le monde a noté, très bien. Voilà, donc, prenez exemple sur donc, je disais, cette première conférence se veut une transposition d'idées scientifiques dans le monde de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution, enfin plusieurs évolutions majeures dans les sciences physiques au XXe siècle, et si certaines n'ont pas forcément eu une implication dans notre vie quotidienne, celle-ci en a une. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler. J'ai eu la chance d'avoir un cours quand j'étais étudiant sur le sujet, et ça m'a beaucoup intéressé, notamment l'aspect complètement transposable. C'est-à-dire qu'effectivement, on rencontre ces choses-là dans des systèmes physiques, dans plein de choses différentes, mais également dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler, parce que souvent les gens, dès que c'est un peu scientifique, bon, on comprend rien, on laisse tomber, et pourtant ça peut servir. Donc voilà un petit peu le plan de la soirée. Un peu, bon, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là, d'où on vient, donc un petit historique de ce qui a été fait sur le sujet. Quelques définitions, parce que bon, il faut bien quand même savoir de quoi on parle de façon précise, et ces définitions vont me permettre de donner aussi à travers différents exemples un peu le pourquoi du comment de qu'est-ce que c'est un chaos, le système, les interactions, les fractales, ce genre de vocabulaire qui, une fois qu'on a compris ce que c'est facile, ça fait peur comme ça. Une constatation, c'est que le chaos est partout. Donc ça, on va voir à travers divers exemples de domaines très différents que l'univers dans lequel on vit est très chaotique, et c'est très intéressant. Ensuite, on va passer, après ce constat, à qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est-à-dire, oui, on constate qu'il y a du chaos partout, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique sur les sciences, mais aussi sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a différents outils pour décrire un petit peu ces phénomènes-là. Donc, on va parler des systèmes, qui sera donc étendu par la conférence de François, d'un outil mathématique qui s'appelle les fractales, et des probabilités. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? J'ai une question. Oui, j'ai oublié de préciser. C'est quoi la question dont on parle? C'est quoi la question dont on parle? C'est-à-dire la question, pourquoi est-ce qu'on parle du chaos en fait? D'accord. D'où est-ce que ça vient cette idée-là? L'idée c'est de faire un historique.
Donc j'ai oublié de dire à Christelle, rappelle de façon flagrante, que vous pouvez poser une question à n'importe quel moment. N'hésitez surtout pas, j'aime bien avoir une interaction avec vous, plutôt que de raconter un truc. C'est bien quand on a un retour, en fait. Il manque un X au XXe siècle, évidemment. Donc, alors, le chaos et les systèmes complexes, notamment le chaos. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce débat? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, en fait? Alors, tout simplement parce que, au cours du XXe siècle, en fait, il y a eu 3 révolutions scientifiques majeures, qui sont la relativité, qui a été découverte par Einstein, la physique quantique, qui a été découverte par différentes personnes, la relativité aussi, je vois des gens qui hochent la tête, et le chaos, qui a été découvert dans les années 60 par au moins Lorentz, mais également d'autres personnes. Et c'est quelque chose, ces 3 découvertes en fait remettent en cause la façon dont on fait des sciences physiques, et la façon dont on perçoit le monde en fait. La relativité nous dit que le temps n'est pas quelque chose qui s'écoule comme ça partout de la même façon, l'énergie non plus, la matière non plus, ce ne sont pas des choses qui sont fixes et toujours immuables. Ça change complètement la donne pour la physique. Par contre, dans notre vie de tous les jours, bon, on n'est pas vraiment confronté au phénomène. Donc, pas encore, on dira. Peut-être dans 100 ou quelques... On verra. La physique quantique, on en voit aujourd'hui les principales applications qui sont à travers les transistors ou l'énergie nucléaire, ce genre de problématiques. Ça vient de la physique quantique, mais de façon plus profonde, en science, c'est un énorme changement dans la façon de voir, de constater la réalité. Et l'idée de base, c'est de dire que les différents phénomènes physiques, quels qu'ils soient, ne sont pas continus, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas de proche en proche, infiniment, avec des pas infiniment faibles, mais sont quantifiés, c'est-à-dire que tout se passe par saut en fait. Rien n'est purement une ligne continue, c'est que des sauts, des points différents. Donc ça c'est une révolution dans la physique, mais dans notre façon de voir le monde à nous, en tant qu'être humain, ça n'a pas une implication énorme. Sauf bien sûr dans la technique que ça permet de développer, dans les technologies. A l'inverse, le chaos, la découverte du chaos, dont on va parler ce soir, est quelque chose qui a une implication directe dans ce qu'on observe dans notre vie de tous les jours. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant d'en parler, puisque c'est vraiment une grande différence. Et c'est une révolution également en physique, puisque la façon dont on fait des expériences, la façon dont on mesure des choses, la façon dont on essaie de prévoir les effets de telle ou telle expérience, la façon de construire des théories, la façon de caractériser le monde, et change lorsqu'on a compris que le chaos existait. Okay. Alors un petit historique rapide de ce qui se passe en fait. Donc M. Lorentz, dans les années 60, il a dit, bon, aujourd'hui, on a des équations mathématiques pour décrire plein de choses, notamment l'atmosphère, les nuages, l'eau, le soleil, tout ça. Donc je vais faire un modèle qui permet de prévoir la météo. C'est vrai qu'avec toutes les connaissances physiques qu'on a, à cette époque-là, et même aujourd'hui, on se dit, bon, bah, on va faire des modèles corrects, et puis on va pouvoir prévoir la météo sur très longtemps. Facile, il suffit juste de résoudre les équations, ou de faire des simulations informatiques, et on va trouver la solution. Sauf que vous savez bien que la météo n'est pas précise au-delà de 3 jours, et ça n'a quasiment pas bougé depuis que M. Lorentz s'est penché sur la question. Alors pourquoi? Pourquoi ce phénomène? Donc M. Lorentz, il a pris des équations qui décrivaient un peu tout ce qui permet de caractériser la météo, et il les a simplifiées, déjà, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de calculateur très puissant, donc il a dit, on va simplifier. Donc il a fait des équations qui étaient beaucoup plus simples, déjà, c'était plus facile à comprendre. On négligeait des phénomènes, on éliminait certains effets, mais au moins, l'idée générale était la même, et en plus, c'était facile à comprendre, et surtout, c'était facile à simuler. Alors, la simulation, ça se fait via de l'informatique, alors c'était les débuts de l'informatique, Wilfried pourra mieux en parler que moi, mais... on était très loin d'avoir des ordinateurs capables de calculer des choses compliquées. Mais donc il a réduit ces équations et il les a résolues par simulation informatique. C'est-à-dire, on met un jeu de conditions initiales, les températures, les pressions, la position des nuages, la vitesse du vent, n'importe quoi, un peu tout ça qu'on a mesuré avec des instruments dans la simulation, et on dit, ben voilà, on va laisser calculer, et puis du coup, on aura le temps qu'il fera dans 1 heure, dans 2 heures, dans 5 heures, dans 10 jours, etc. Et il a constaté qu'en fait, eh ben, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que il a lancé des simulations plusieurs fois, et on n'avait jamais la même chose. C'est-à-dire que, autant, alors,
10 minutes après c'était bon, 1 heure après c'était toujours à peu près pareil. Mais le lendemain déjà il y avait des solutions très différentes. Et puis le surlendemain aussi, et puis le lendemain encore pire, et c'était de pire en pire. C'est-à-dire que plus on avançait dans le temps, moins on était sûr de ce qu'on pouvait prédire. Et en fait ça se schématise un peu sur cet objet qui est sur la droite, qui décrit en fait les solutions de ces équations-là. Alors bon, c'est mathématique, donc on ne voit pas ce que ça représente, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les trajectoires, en fait, qui sont censées représenter, on va dire, la température, par exemple, la température et la pression, ce genre de données atmosphériques, eh bien, elles ont un comportement bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle trajectoire facile, eh bien, si on en lance plein, on va voir que ça tourne dans tous les sens, et on aboutit à l'objet qui est là en dessous, qui est tout un ensemble de trajectoires possibles qui sont sur cet objet-là, mais entre chaque trajectoire, les résultats sont très différents. Donc en fait, pas possible de prédire l'avenir, même avec des équations dont on connaît la solution, qu'on peut simuler et qu'on peut vérifier. Donc Lorenz s'est dit, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Donc il a changé d'ordinateur, il a dit, bon, c'est peut-être l'ordinateur qui ne marche pas, il a changé, et il a constaté la même chose, ou presque. C'est-à-dire qu'on était sur d'autres courbes de cet objet-là. On était toujours sur cet objet-là, mais dans d'autres courbes. C'est bizarre, j'ai mis les mêmes données, et pourtant j'ai des résultats différents, les mêmes données. Et donc ça vient du fait, en fait, que au niveau informatique, la façon dont les données sont utilisées, eh bien, elles ne prennent pas en compte la précision infinie de la mesure. C'est-à-dire que quand on met 2, en fait c'est 2,0000 plein de zéros. Sauf que dans l'informatique, ça va être codé avec 2,00, puis à un moment il y aura un 1 ou un 2 ou quelque chose d'autre en fait. Et cette différence minime, qu'on ne voit même pas quand on utilise, eh bien, elle conduit à des résultats complètement différents. Et bien c'est ça qu'on appelle le phénomène chaotique, c'est-à-dire qu'avec une différence infime dans ce qui est à l'entrée, on a des différences gigantesques, enfin au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Et ça a été un peu résumé de façon populaire par, alors j'ai oublié le nom de la personne qui a inventé cet effet papillon, dont on a tous entendu parler, qui dit qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher un cyclone au Japon. Alors ça illustre exactement la même idée, c'est-à-dire qu'un petit changement à un endroit donné, quelque part dans l'ensemble du système, va avoir des conséquences complètement, enfin va changer complètement la donne pour l'ensemble du système. C'est ça le phénomène chaotique. Alors, cet effet papillon, on va voir cette métaphore de l'effet papillon, elle est un peu piégeuse parce qu'elle laisse penser que c'est le papillon qui déclenche le cyclone. C'est pas exactement ça. Parce qu'en fait, le cyclone, il est déclenché par plein de paramètres différents, mais dans lesquels le papillon a son rôle. Mais c'est un rôle parmi plein d'autres. On en parlera plus quand on parlera des systèmes. Donc, si voilà, Lorenz faisait cette expérience aujourd'hui, avec nos ordinateurs d'aujourd'hui, ça se passerait la même chose? Pareil, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prévoir la météo au-delà de 4 jours. Pareil. Sauf quand il fait beau à 500 km autour, là il va peut-être faire beau demain. Je caricature, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est lié, intrinsèquement lié à la façon dont la réalité existe. Un exemple très frappant récent en termes de météo, c'est il y a quelques semaines, on a eu une période de très beau temps qui a duré 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et au bout de 2 semaines, les modèles américains et les modèles français donnaient le même résultat. Ils disaient, il va faire beau encore une semaine, il va faire beau encore une semaine. Et un jour, ils se sont rendus compte, le modèle Météo France disait qu'on allait avoir des tempêtes, alors que le modèle américain, qui décrit les mêmes équations, avec les mêmes données d'entrée, disait que bah non, il y avait encore une semaine de beau temps. Les résultats étaient juste antagonistes complètement. Ça illustre ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'avec les mêmes données, comme il y a un problème de précision, dont on parlera un petit peu après, eh bien les possibilités en fait s'écartent au fur et à mesure que le temps avance. Donc du coup, eh bien, on a beau être extrêmement proche, presque infiniment proche au début, eh bien avec le temps qui passe, comme ça diverge, enfin, ça s'écarte de façon de plus en plus conséquente, eh bien le résultat final en fait il est très différent, et c'est pour ça qu'effectivement, même aujourd'hui, la météo n'est pas précise. On est pourtant en 2011, des ordinateurs extrêmement puissants, des modèles beaucoup plus compliqués, des mesures beaucoup plus précises, mais le phénomène reste le même. C'est-à-dire que c'est chaotique.
Est-ce que c'est lié uniquement au phénomène de chiffre après la virgule, ou c'est plutôt les équations qui ne sont pas assez complexes? Non, parce que c'est pas les deux. Les équations, elles sont connues. Bon, effectivement, c'est un peu les deux quand même. Les équations, elles sont connues depuis longtemps, elles marchent très bien. Mais leur solution, en fait, leur prédiction est dépendante de la précision qu'on met à l'entrée. Et elles sont même infiniment dépendantes de cette précision-là. Ce qui fait que si on met quelque chose de légèrement à côté, même d'un point de vue d'erreur informatique, c'est-à-dire on a mesuré à 10 chiffres après la virgule, on met la valeur là-dedans, et bien peut-être que le 15e, 20e ou 30e chiffre sera pas bon, parce que le codage il a ses limites, c'est normal. Et l'équation va faire que cette petite différence, petit à petit, va croître. C'est au sein des équations que c'est écrit. C'est l'équation qui veut ça, et c'est parce que la mesure où l'entrée n'est pas suffisamment précise, n'est pas infiniment précise, que les différences apparaissent et croissent. Ça veut dire que ça sera jamais possible d'avoir une précision plus importante, quoi. Alors c'est-à-dire que plus on a une précision d'entrée importante, moins on va voir le chaos apparaître rapidement. Mais l'infini ne pourra jamais être pris en compte par tous les ordinateurs. Exactement, exactement, tu as tout compris. Voilà, c'est bon, merci. Et avec un ordinateur quantique, jamais quand même. Alors avec un ordinateur quantique, il y a la limite quantique. La technologie d'aujourd'hui. Bah oui, mais même la limite, il y a la limite qui va être, en fait, un jour on arrivera peut-être à faire ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques qui sont au code au plus possible que la matière le permet, mais il y aura, comme la matière est quantique et n'est pas continue, il y aura une précision qui sera super faible, mais qui comme les équations vont, enfin les équations, et puis même c'est pas que les équations, c'est la façon dont c'est fait, ça va faire que ça va s'écarter. C'est comme ça. Alors ça va s'écarter de plus en plus tard. Normalement, avec le temps passant, on est censé prévoir la météo à 3, 4, 5, peut-être que dans 30 ans, on prévoira la météo à 7 jours, de façon certaine. Peut-être. Mais vu la complexité des choses, c'est pas évident. Je compléterai en disant qu'il n'y a pas que l'informatique qui compte. Dans cette pièce, la température n'est peut-être pas la même partout. Elle n'est pas la même au-dessus d'Alexandre et pas la même au-dessous de la lampe là-bas. Pourtant, dans un système informatique, on représenterait probablement la température avec une seule valeur en disant c'est la température de la pièce. Oui, même si on entrait toutes les différentes, mais on ne peut pas mesurer la température partout. Mais même si on pouvait, mais on ne peut pas. De toute façon, c'est pas possible. Exactement. Voilà, parce que il n'y a pas que l'informatique, effectivement, il y a la mesure en elle-même. C'est-à-dire qu'on va mesurer, le thermomètre, il a une précision. Il ne donne pas, tac, 25 degrés, virgule, avec une affinité de chiffres. Forcément. Alexandre, en fin de compte, le chaos est intrinsèque aux solutions mathématiques. C'est-à-dire que c'est très sensible à un tout petit écart. Donc que ce soit une question de mesure, que ce soit une question de codage, que ce soit une question d'ordinateur, quel que soit ce petit écart, eh ben, ça génère des valeurs très différentes. Et c'est lié aux fonctions mathématiques, en quelque sorte. C'est lié à la façon dont ça existe, en fait. Et on le constate complètement dans la réalité. Alors, on va prendre un autre exemple, parce que là on parle de météo. Bon, c'est vrai que la météo c'est super compliqué, on a l'impression que il y a plein de choses à prendre en compte et c'est vrai. On va prendre une expérience qu'on a peut-être tous fait, c'est-à-dire qu'on est sur un pont et puis il y a de l'eau qui coule en dessous. Alors, si vous avez de la chance, vous êtes sur un canal et donc l'eau elle s'écoule tout doucement, de façon bien lisse et tout. Donc vous n'allez pas avoir le phénomène dont je parle, mais s'il y a un rocher à un endroit donné, ou s'il y a une cascade, ce serait mieux, mais s'il y a une petite turbulence à un endroit donné, ça va le faire. Et donc, vous prenez une feuille et vous la laissez tomber. Hop, à un endroit. Et vous prenez une autre feuille et vous la laissez tomber au même endroit, ou quasiment, enfin du mieux que vous pouvez faire. Et encore une et encore une. Et après, vous regardez vos feuilles sur l'eau. Et bien, il n'y en a aucune qui va aller au même endroit. Et pourtant, vous avez fait de votre mieux pour les lâcher au même endroit. Vous comprenez? Donc c'est ça, encore un autre phénomène chaotique, c'est-à-dire que vous lâchez des choses exactement au même endroit, comme ça, et pourtant, au fil de l'eau, eh ben, elles vont s'écarter, elles vont suivre des trajectoires différentes. Donc c'est ça qu'on appelle le chaos, qui est la sensibilité, à ce qu'on appelle les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est la position du début, quoi. Tout ce qu'il y a au début, tout ce qu'on a à un instant donné, c'est ça les conditions initiales. Et chaotique, donc un objet au sens large, donc ça peut être des mathématiques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la physique, ça peut être la réalité, qui a ce comportement qui est qu'on on a beau faire de notre mieux pour être le plus proche de ce qui est, eh bien ça va quand même être complètement différent. Alors, une autre définition qui va être intéressante, c'est le phénomène de rétroaction. Alors la rétroaction,
Donc là, on est dans la partie définition, vous avez vu, hein, c'est pas le plus marrant, mais ça permet de voir un peu la suite. Et de donner des exemples quand même intéressants. Donc, la rétroaction, c'est l'action en retour d'un effet sur le dispositif qui lui a donné naissance. Donc alors, il y a deux exemples intéressants, mais on peut les développer à l'infini. Il y en a un, c'est la glace, enfin la formation de la glace sur la Terre, et ce qui s'appelle l'albédo. Bon, l'albédo, j'aurais pas dû mettre ce terme-là, c'est un peu technique, c'est la façon dont la Terre réfléchit la lumière du Soleil. Donc alors, plus il y a de glace, plus la Terre va être blanche, et plus elle va réfléchir de la lumière du Soleil vers l'extérieur. Donc, moins le Soleil va chauffer la Terre, puisqu'il va réfléchir plein de lumière à l'extérieur. Donc, plus il va faire froid. Donc, plus il y aura de glace, et plus ça va réfléchir la lumière du Soleil, et plus il y aura de glace, etc. etc. Ça, c'est un effet rétroactif. C'est-à-dire que la formation de glace va augmenter la réflexion de la lumière du Soleil, et donc il va faire plus froid, et donc il y aura plus de glace. Donc c'est un truc, ça s'enchaîne comme ça. Un autre exemple, complètement d'actualité, les prophéties qu'on appelle autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un truc va avoir lieu, et puis le fait de le dire va agir sur les causes de cet événement-là. Et du coup, ça va se réaliser quand même. Et du coup, on va dire qu'on avait raison, donc on va faire une autre prévision qui va se révéler vraie aussi, puisqu'on force la réalisation. Donc, un exemple aujourd'hui qui vient à l'aider, c'est bien sûr l'histoire de la crise financière. On va prendre un pays comme la Grèce, et puis on va dire, alors on a des petits doutes sur la capacité de paiement de la Grèce, donc on va lui descendre un peu sa note. Du coup, eh ben, les gens vont dire, ah, la Grèce, pas très sûr, on va lui prêter moins d'argent quand même, parce qu'on va lui faire payer plus cher. Donc du coup, eh ben, la Grèce, il se retrouve, ah bah d'accord, on paye plus cher. Et l'agence de notation en question va dire, ah, là vous avez plus de mal à emprunter de l'argent quand même, donc on va vous descendre votre note encore un petit peu. Et du coup, vous avez encore plus de mal à emprunter, et ainsi de suite en fait. C'est-à-dire que le fait de dire que ça va avoir lieu, eh ben ça a lieu. On pourrait prendre l'exemple de François Hollande aussi. Ça va nous entraîner ailleurs. Mais bon, c'est pour prendre l'exemple là de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que oui, ça existe. Et c'est également ce qui se passe avec ce qu'on appelle la méthode Coué. C'est-à-dire que si vous êtes sûr que vous allez réussir quelque chose, même si peut-être que vos capacités sont un peu limites, ben si vous êtes persuadé que vous allez réussir, eh ben vous allez réussir. Parce que vous avez cette confiance, ce sentiment de réussite va vous pousser au bout de vous-même, et donc vous allez être meilleur que ce que vous auriez été si vous avez été dans un état normal, sans motivation autre que ça. Et ça c'est super intéressant parce que c'est dans la vie, voilà, on a pris des exemples très différents, hein, et pourtant il y en a partout de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que la rétroaction, l'action en retour, eh bien ça emballe en fait, on va dire que ça emballe le système. Et c'est ça, entre autres, qui va générer du chaos. Bien entendu, vous comprenez qu'il y a une petite différence et qu'elle s'emballe, et bien forcément ça va faire des grandes différences à la fin. Voilà. Il y a pas mal de définitions, mais elles sont sympas. Alors, un système. Alors, le système, donc on en parlera plus lors de la deuxième conférence, mais il faut quand même en parler tout de suite parce que c'est important et c'est très utile pour la suite. Donc j'ai mis ça, hein, j'ai sorti ça de ma tête, hein, est un ensemble d'éléments échangeant des actions et des informations constituant une réalité globale. Donc, chaque mot est important, c'est-à-dire qu'un système c'est un ensemble de choses, et chaque chose échange soit des actions, soit des informations, et du coup, cet ensemble, il existe indépendamment de chaque élément. Donc, on va prendre j'ai pris l'ordinateur, c'est pas trop mal, c'est qu'un ordinateur, bon, mais il y a un écran, il y a un clavier, il y a une source d'alimentation, il y a de la mémoire, il y a de la mémoire vive, on pourra en parler très longtemps, il y a plein d'éléments différents, et pourtant à la fin ça nous sert à parler du chaos comme ça, de projeter des choses, donc ça fait plus que ce que ferait l'alimentation toute seule, ou la mémoire toute seule, ou l'écran tout seul. L'ensemble va créer quelque chose de plus riche que la somme de tous les éléments. C'est pareil pour tout ce qui est un système, donc c'est très très large la notion de système. Une famille, ça compose un système de personnes. N'importe quel modèle physique de la réalité, c'est un système. C'est-à-dire que quand je reprends l'exemple de la météo, on va considérer l'atmosphère d'une part, les nuages de l'autre part, la terre, le soleil, les vents, tout ça, c'est des parties différentes. Et pourtant, l'ensemble va créer ce qu'on appelle le climat, et qui fait que il évolue, il change, et puis il est plus que simplement du vent, quoi. Il y a un échange permanent entre tous les différentes parties qui crée une réalité plus riche, en fait. C'est le cas de l'avion. Pardon ? C'est le cas de l'avion. C'est le cas de l'avion, c'est le cas de n'importe quel système technologique, en fait. C'est le cas d'un téléphone portable. J'ai pris l'exemple de l'ordinateur, c'est complètement l'avion, c'est le train, c'est la voiture, c'est même à la limite une porte, en fait. Une porte, c'est un bel système, mais pourtant ça permet de cloisonner un espace, et donc
après, les êtres humains n'interagissent pas de la même façon s'il y a une porte ou s'il n'y a pas de porte. Donc si la porte est ouverte ou fermée. Alors que pourtant, c'est un bête, c'est une porte, quoi. Et pourtant, la porte, avec les deux pièces et des gens dedans, ça crée un système qui c'est plus riche que d'avoir seulement deux personnes, et puis une porte qui n'est pas montée, une grande pièce, quoi. C'est plus riche. Et on parle de système complexe, quand en fait, il y a beaucoup d'éléments, enfin pas forcément d'ailleurs, il y a des éléments qui échangent beaucoup d'informations ou d'actions, et dont les interactions, donc les échanges, sont rétroactifs. C'est-à-dire que c'est ce dont on a parlé avant. Si vous avez quelque part un système avec des éléments qui échangent beaucoup d'actions ou d'informations et qui sont rétroactifs, vous êtes sûr d'avoir un système complexe. Alors, qu'est-ce que c'est un système complexe? C'est ça. Et vous voyez où je veux en venir, un système complexe, c'est un système qui va être chaotique. C'est-à-dire que même avec quelques éléments, on va avoir des effets étranges qui apparaissent, qui sont d'ailleurs et qui apparaissent imprévisibles. C'est génial, toutes les relations humaines, effectivement. Totalement, mais c'est valable partout, les relations humaines. Là, mais c'est très important. Alors, j'ai un petit exemple, alors pas encore, hein, j'ai mon plan pour les vidéos, parce que j'ai des vidéos à vous montrer aussi pour expliquer un peu tout ça. On termine sur les définitions, déjà. Alors, j'ai mis ne pas confondre complexe et complexité. Pourquoi et compliqué, pardon. Un objet qui est complexe, on a vu ce que c'était. C'est un objet qui va générer du chaos. Parce qu'il a une structure qui le force, enfin, dont l'évolution est chaotique. Compliqué, c'est quelque chose qui est compliqué, mais qui n'a pas de chaos. Par exemple, une horloge. Prenez une montre, n'importe quoi, vous l'ouvrez, c'est compliqué, il y a des engrenages partout, il y a une pile, il y a un bidule, et pourtant, le comportement de cette montre, il n'est pas complexe, il n'est pas chaotique. C'est la différence entre compliqué et complexe. Un système compliqué va être relativement prévisible. C'est-à-dire que les équations ne vont pas faire du chaos, ne vont pas diverger n'importe comment. Ça va être, si vous prenez l'entrée que vous mettez et que vous la doublez, la sortie elle va être 2 fois plus. Ça ne va pas être 50 000 fois plus comme avec du chaos. Donc c'est important parce que des fois on se dit oula c'est super compliqué donc ça va faire n'importe quoi, mais pas forcément. Pas forcément, des fois il y a beau avoir des choses qui sont compliquées, elles ne sont pas complexes pour autant. Et il y a même des choses très simples qui sont complexes. On va voir une vidéo bientôt, d'un système super simple, on se dit bon, quand même, facile. Et pourtant, c'est un système complexe. Dernière chose sur laquelle il faut insister, c'est le chaos et le hasard. C'est-à-dire que, bon, on a l'impression que quand on parle du chaos, c'est un peu le hasard, c'est au petit bonheur la chance, tiens, on n'a pas de bol, on a une erreur de 10 chiffres après la virgule, et puis voilà. Mais en fait, non. Parce que le chaos, notamment celui dont le chaos, j'oublie une partie, est quelque chose de prévisible. C'est-à-dire que les équations existent et les solutions existent. Donc, on peut prédire. Il faut juste avoir une précision infinie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, une précision infinie, c'est pas possible. Mais, sur le papier, on peut prédire. Alors que le hasard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Au sens strict, le hasard, c'est ce qu'on ne peut pas prédire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le concept de prédictibilité. Le chaos, techniquement, on peut le prédire. Alors que le hasard, c'est quelque chose qui arrive, qui est de façon complètement spontanée, irrationnelle, non calculable, qui est voilà. Donc, un exemple, quand vous lancez un dé, c'est pas du hasard en fait, c'est du chaos. C'est-à-dire que la façon dont vous lancez le dé, vous ne lancez jamais un dé strictement de la même façon, c'est impossible. Donc du coup, comme le phénomène est chaotique, hop, vous êtes toujours dans un résultat différent, et en plus, ça donne l'impression d'être du hasard, c'est du pseudo-hasard. En fait, si on cherche du hasard au sens strict, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui, du vrai hasard. Le seul hasard dont on est encore à peu près sûr aujourd'hui, même si la science évolue, donc peut-être que ce sera plus du hasard mais du chaos, c'est au niveau de la physique quantique, dont on parlait au début, qui concerne les très petites échelles de la matière, les électrons, les protons, les neutrons, tout ce qui est de la physique nucléaire, ce genre de choses, bon, qui se manifeste en biologie notamment. C'est... je donne cet exemple, mais il est un peu technique, je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais essayer d'expliquer bien. En gros, quand vous avez un noyau d'une certaine matière qui est radioactive, donc qui va émettre des rayonnements particuliers, c'est le cas dans les centrales nucléaires, dans n'importe quoi, eh bien, il est impossible de prédire à quel moment le rayonnement va être émis pour un noyau donné, pour un atome donné. Il est impossible de prédire, et en fait, c'est décrit par du hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que si on attend 10 secondes, eh ben, on va avoir forcément, sur toute la population qu'on a, la moitié qui va s'être transformée. Mais par contre, chaque noyau
on va être impossible totalement de savoir à quel moment il va devenir radioactif. Il va émettre une particule. C'est le hasard, le seul hasard, enfin, à ma connaissance, peut-être que quelqu'un peut corriger, qui nous reste en termes de physique. C'est ça, on sait que c'est du hasard pur. On dit, bon, bah, tiens, et c'est utilisé pour générer du hasard dans la cryptographie ou dans des calculs particuliers, où on a besoin de hasard, pas du hasard chaotique. C'est la désintégration des noyaux. Et alors, j'ai mis biologie parce que si vous rentrez au niveau du cerveau ou d'interface dans votre corps, vous avez un peu des phénomènes dans ce genre-là. C'est-à-dire que tout est tellement petit que, eh ben, hop, il y a un peu de hasard qui fait qu'on ait plus ou moins d'échanges, plus ou moins d'apparition de tel ou tel phénomène. C'est du hasard, mais c'est du hasard à tout petit niveau. Bon. Mais, par contre, donc c'est vrai que j'ai mis rareté croissante du hasard. Le hasard réel, en fait, il y en a de moins en moins. Plus la caractérisation du monde par le chaos existe, moins il y a du vrai hasard. Parce qu'on dit, bah ça, en fait, c'est pas du hasard, c'était un phénomène chaotique, et puis on a vu que c'était du hasard. En fait, c'est juste parce que le phénomène est chaotique, donc on a l'impression que c'est du hasard, forcément. Si vous jetez un dé, si vous... n'importe quoi, on a l'impression que ça va être du hasard. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, ben c'est pas du hasard, en fait. C'est comme ça, ça devait arriver. C'est pas que ça devait arriver, mais c'est qu'on aurait pu le prévoir si on avait toute la modélisation de l'ensemble de toutes les équations du monde, sauf au niveau quantique. Bref, j'insiste pas trop là-dessus, mais c'est important cette histoire de hasard. C'est-à-dire que le hasard n'existe plus beaucoup. C'est plus du chaos. C'est-à-dire on a un défaut de qualité de la mesure de la réalité. Et ça induit du pseudo-hasard. Alors, j'ai un petit exemple qui va avec ça. Donc, on passe dans la partie suivante qui est où est-ce qu'il y a du hasard. Parce qu'on a donné quelques exemples, mais c'est mieux de les voir en vrai. Alors, c'est du hasard ou du chaos? Pardon, j'ai dit hasard? Oui. Non, je voulais dire chaos. Bien joué. On a un ici. Alors, donc un exemple assez simple, vous allez voir, c'est ce qui s'appelle, enfin c'est le système qui s'appelle le double pendule. Donc c'est un exemple très classique quand on fait du chaos. Et j'espère que ça va marcher. C'est tout noir, voilà. Donc là c'est un pendule, vous voyez, bon ça fait tic-tac, tic-tac. C'est un pendule normal. Et vous allez voir que la personne là, elle va défaire une partie du pendule. Et en fait ça va libérer la partie inférieure. La petite partie, vous allez voir, elle va être libérée. Je montre sur mon écran, vous voyez. Et là d'un coup, ça fait un peu plus n'importe quoi quand même. Vous voyez, hop, 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 hop. Pourtant c'est un système tout simple. Hein. Mettre en équation, ça, n'importe quel élève de première année de prépa, y arrive. Résoudre l'équation, il y arrive aussi. Mais par contre, c'est n'importe quoi. Ce que ça fait ce truc-là, on est d'accord. Eh bien, c'est du chaos. Alors, je sais pas pourquoi ça s'arrête. Voilà. Et donc si on trace les différentes trajectoires de ce truc-là, donc là c'est l'équation, voilà, toute bête, avec plein de mathématiques. Non mais c'est relativement facile, hein. Ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose de simple. C'est un système simple, mais complexe. Bon, évidemment on a raté le début. Je le remets, parce que c'est quand même pas mal. Donc il lâche, et hop, et là on voit ce qui se passe. Donc c'est le même truc, sauf que là il est modélisé, c'est-à-dire que c'est un calcul informatique. Et là, on voit le chaos qui apparaît, c'est-à-dire que voilà, hop, n'importe quoi. Et pourtant ça existe dans la réalité, c'est-à-dire qu'on l'a lâché d'un endroit simple, et on se dit, bon ça va faire tic-tac comme le grand pendule, et en fait pas du tout, vous voyez, ça, et ça n'arrête pas, hein. Ça ne revient pas au même endroit, ça ne... Donc là ça c'est une simulation, mais vous l'avez vu en vrai juste avant, c'est un système simple, chaotique. Alors, vous imaginez, si un truc simple comme ça est chaotique, alors, le monde d'aujourd'hui, c'est 100 fois pire. Toute la surface va devenir blanche. Parce qu'il va Toute passer la surface va devenir blanche. Il va passer par n'importe quel... Voilà. Et vous voyez que ça bouge quand même dans tous les sens. Il va passer partout. Mais attends, ça c'est entretenu. C'est là, tout ce que tu fais. Ce truc-là, celui-là il est sans frottement, mais si on prend le vrai, celui de tout à l'heure, c'est une vidéo vraie, hein. Le truc il bouge vraiment pareil. Non, il n'est pas entretenu. Il n'est pas entretenu du tout. Hein. C'est l'inertie, simplement. Il n'est pas entretenu. Alors j'en ai pas de double pendule, j'ai hésité à en faire un pour l'occasion, mais c'est vrai que c'est super marrant de voir que si vous prenez un double pendule et vous le lâchez, bon, vous voyez qu'il fait n'importe quoi, et puis vous dites, bon, je le refais, je le relâche, pareil, j'essaie de faire de mon mieux, et en fait il fait n'importe quoi, mais pas pareil. Et vous avez beau le faire 15 fois, c'est comme l'histoire de la feuille qui tombe sur l'eau, ça ne fera jamais la même chose en fait. On ne peut pas répéter. On ne peut pas répéter. Il faudrait être infiniment précis sur l'endroit où on le lâche pour avoir la même trajectoire. Et en fait, ça ne va jamais marcher.
ça ne va jamais marcher. Parce que le truc est chaotique. Alors, il y a un autre exemple dont on parlera après, puisqu'il rejoint... puisqu'il rejoint la deuxième partie qui est sur les fractales, c'est la figure que vous voyez ici, en fait. Vous la comprendrez un peu mieux après, mais j'ai voulu la mettre parce qu'elle est... on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et en fait, vous voyez que... Donc vous verrez après, mais c'est l'exemple en gros d'un pendule, un pendule un peu particulier, mais dans lequel on va mesurer au début d'où on part. Et on va mettre une couleur suivant là où ça arrive. Et on voit que ça fait une structure qui n'est pas n'importe quoi en fait. On a l'impression que ça fait bon, un peu comme des vagues ou de l'huile qu'on a laissé couler. Donc ça fait n'importe quoi, mais pas complètement n'importe quoi. Et c'est là où on ira dans la prochaine partie de cette conférence-là. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi, mais en fait, c'est une impression. C'est pas complètement n'importe quoi. On peut caractériser un petit peu ce qui se passe avec des outils mathématiques particuliers qui ont été inventés pour l'occasion. Indirectement. Un autre exemple intéressant, c'est celui sur les planètes. Les planètes, on vous a toujours appris que c'était un truc, pas de problème, les planètes elles tournent toujours autour du Soleil, toujours à la même vitesse, elles sont toujours au bon endroit, on peut toujours calculer où est-ce qu'elles sont, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, et ça, je ne dis pas ça pour dire qu'on vous a menti, on vous a juste simplifié la réalité. Si on attend longtemps, des millions d'années, milliards d'années, bon, c'est pas exagéré, mais quelques millions d'années, et ben la trajectoire des planètes du système solaire n'est pas du tout, mais alors pas du tout prévisible. Parce que le phénomène du chaos apparaît là-dedans également, alors que pourtant c'est un truc simple quand même. Une planète qui tourne autour du Soleil, c'est facile. C'est pareil, c'est facile à calculer, c'est facile à modéliser, mais pourtant, eh ben, avec le temps passant, eh ben, il va y avoir des phénomènes chaotiques. Et on a découvert, il n'y a pas si longtemps, sur des télescopes un peu plus puissants qu'avant, que il y a beaucoup de planètes qui se baladent dans le système dans l'univers, qui sont soit des planètes qui ont été perdues par leur étoile, c'est-à-dire qu'une planète comme Mercure, par exemple, qui est la plus proche du Soleil, on sait que sur quelques millions d'années, elle peut se sauver, quoi. Le fait que ce soit chaotique va faire que la planète peut se barrer, tout simplement, et elle part dans le système, dans l'univers. En fait. Et il y a des planètes comme ça qui se baladent, et des fois elles sont capturées par une autre étoile. Et j'ai lu un article il y a moins d'une semaine sur cette histoire-là, en fait, qui disait que peut-être, il semblerait que le système solaire ait perdu une planète au début de notre système solaire. Il y avait une planète entre Mercure et le Soleil, sauf qu'elle est partie. Parce que, voilà, elle n'était pas suffisamment accrochée, on va dire, et du coup elle est partie. Et donc ça c'est le thème du film Mélancolia, que j'espère que vous avez tous vu, sinon vous pouvez aller le voir. Vous le regardez, il y a une planète qui se balade comme ça. Et c'est vrai, c'est pas des blagues en fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mélancolia, c'est pas une blague. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, c'est juste que quand j'ai fait cette conférence, je pensais à ce film-là, mais c'est vrai que c'est plus trop d'actualité maintenant. Mais... un autre exemple plus proche de nous, tout ce qui concerne les fluides en fait. Les fluides, donc c'est des gaz ou des liquides, notamment l'air ou l'eau. On vit sur Terre, donc il y a plein d'air, il y a plein d'eau, il y a plein de liquides, de gaz différents. Et bien, tous ces trucs-là, ça a des comportements chaotiques. C'est-à-dire que c'est un peu comme la météo, enfin c'est un peu comme la météo. Les équations qui caractérisent le comportement de ces fluides, donc tout gaz ou tout liquide, sont chaotiques. C'est-à-dire que c'est impossible à prédire. C'est pour ça, donc, notamment que quand vous voyez une rivière qui coule, s'il y a un rocher au milieu, ben ça va tourner autour, ça va bouger, ça va faire des turbulences, ce genre de choses. L'exemple là qui est en bas ici, c'est tout simplement une goutte de savon qu'on met dans de l'huile et de l'eau. Et du coup ça fait des structures, vous voyez, complètement, qui sont roses et violettes ici, non, vertes et violettes, qui sont, ça a l'air de faire n'importe quoi, encore une fois. Un autre exemple, donc là, l'autre photo qui est à droite, c'est une photo qui est prise sur Jupiter, enfin, de Jupiter, donc une planète du système solaire, dans lequel en fait on a une espèce de tache blanche en fait, qui, au fur et à mesure que le temps passe, elle s'écoule, elle disparaît, elle fait des turbulences, complètement n'importe quoi, et ça ressemble à un cyclone si vous voulez, mais ça existe partout, sur Terre, sur Jupiter et partout, sur les planètes, dans un truc aussi simple qu'une goutte d'eau qui tombe dans un mélange d'huile-eau, on se dit quand même, c'est quand même pas le bout du monde, et pourtant il est impossible de modéliser clairement ce qui se passe ici. Il y a des gens qui font des thèses de recherche là-dessus, c'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est la réalité. J'ai mis médecine également parce que le corps humain
est un système chaotique total. Il y a plein d'échanges, il y a plein d'actions différentes, il y a plein de rétroactions. Et même si c'est pas du tout mon domaine, je voulais en parler parce que ça fait partie quand même de la vie de tous les jours, quand on est malade, quand on n'est pas malade, quand on a quelque chose. Eh bien, on se rend bien compte qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi on est tombé malade. Sauf quand on a un cancer ou un truc vraiment où c'est clair. C'est un espèce de ce qu'on va appeler un dysfonctionnement, et pourtant c'est juste, on n'a rien fait de spécial. Bon, alors sauf si on allait se baigner et qu'il faisait 10 degrés avant, bien sûr. Mais des fois on tombe malade et puis c'est bénin, mais c'est une manifestation du chaos au sein même de notre corps. En fait. On n'a rien changé dans notre style de vie, dans notre alimentation, dans notre façon d'être. Et pourtant, des fois on est malade, des fois on n'est pas malade. C'est comme ça. Alors j'ai une vidéo également sur les turbulences sur les turbulences dans les fluides. C'est celle-ci. Donc c'est pareil, c'est une simulation informatique, mais c'est observable dans la réalité. Ça marche. Voilà. J'espère que ça va marcher. Je sais pas si quelque chose. Par exemple. C'est le chaos. Oui, non, mais complètement. Voilà, là ça marche. Donc en gros, il y a une boule, il y a un truc, il y a un cylindre dans l'eau, quelque chose, et il y a de l'eau qui s'écoule. Et en fait, ça mesure la température de l'eau, parce que le cylindre est chauffé. Donc on a de l'eau qui s'écoule donc de là vers là-bas, et le truc est chaud, donc ça va chauffer l'eau. Bon, vous voyez, là ça a l'air simple, c'est-à-dire que c'est pas vraiment chaotique. On peut modéliser, il y a des tâches, bon ça va, ça fait une forme, c'est assez facile à gérer. Et le temps passant, alors je ne sais plus si on augmente la température ou pas, ou on attend tout simplement, et vous allez voir qu'il va se produire des phénomènes de turbulence qui sont d'une part inévitables et qui sont chaotiques. Alors, là pour l'instant vous voyez c'est pas chaotique, c'est-à-dire qu'on arrive à voir les différentes zones. Et là, là ça commence à se compliquer. Vous voyez, là, il y a une bulle d'eau chaude, en gros, qui va se détacher. Et il y a des bulles comme ça qui vont se détacher. Et si vous vous mettez à cet endroit-là, par ici, c'est impossible de prévoir ce qui peut se passer. Vous voyez, c'est... Alors, il y a juste là c'est pas chaotique, ça va, là c'est chaud, il y a une zone chaude qui est à peu près stable. Alors, dès qu'on arrive ici, c'est complètement plus stable. C'est-à-dire que c'est chaotique. Et à l'inverse, par ici, ça a l'air pas trop mal stable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de zone où se produit le chaos, et après, ça s'arrange. Enfin, ça s'arrange. Donc ça, c'est une simulation, comme je le disais. Mais si on regarde, par exemple, depuis l'espace, au-dessus des îles Canaries, ça marche toujours au-dessus des îles Canaries, comme par hasard, si ce truc peut bien bouger, voilà. Eh bien, les nuages avec les différents vents qui sont au-dessus des îles Canaries font exactement le même genre de structure. Vous voyez, là vous avez deux îles, là, hop, ici et ici, et vous avez le vent, grosso modo, qui balaye les nuages par là, et ça fait exactement pareil. Donc ce qu'on observe dans de l'eau chauffée, vous pouvez presque le voir au Palais Royal, vous savez, il y a les colonnes, et puis il y a de l'eau qui coule en bas, et ça fait bon, ça n'est pas exactement pareil, mais ça le fait un petit peu. Et bien ça s'observe aussi sur les nuages, la météo, donc phénomène qui a lieu à petite échelle et à très grande échelle également. Voilà. Alors je retourne sur nous, êtres humains, parce que là c'est un peu de la physique quand même, pour la météo, l'eau qui coule, tout ça c'est gentil. Mais nous c'est exactement pareil, parce que toute production artificielle, toute production d'ingénieurs, on a plein dans la salle, vous pouvez confirmer que c'est quand même pas mal chaotique. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'utiliser les choses d'une certaine façon, et pourtant ça ne fait pas forcément exactement ce qu'on attendait. Combien de fois les ordinateurs plantent, comme on dit, alors que bon, rien fait de spécial. Combien de fois, une centrale nucléaire, il y a un petit truc qui ne va pas, et puis hop, ça s'emballe, et puis c'est pas génial. Combien de fois, votre téléphone, vous appelez quelqu'un, puis des fois ça ne marche pas. Aucune raison, mais pourtant des fois ça arrive quand même. C'est comme ça. Et ce problème, il est traité, donc on en parlera peut-être dans la prochaine conférence, parce que c'est l'ingénierie système, c'est-à-dire l'approche système de tout ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte, on prend du recul, on dit, bon, il y a différents composants, différents trucs, ça va être le chaos forcément, donc on regarde un peu plus loin et on essaie de minimiser
Par exemple, les effets d'emballement. Donc je vais parler tout à l'heure de rétroaction, là. On va dire, bah, attendez, on va couper l'emballement. On va dire, stop, pas possible. Voilà pour ce qui est des systèmes un peu d'ingénieurs. Un autre exemple intéressant, c'est sur les embouteillages. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'on a tous au moins pris la voiture une fois, on s'est tous trouvés dans un embouteillage, et des fois, on est tous passés à un endroit où il n'y avait rien, et il y avait quand même un embouteillage. C'est-à-dire qu'on passe, on avance, on attend 2 heures, et puis on passe là où ça bloquait, puis après ça avance, et puis il n'y avait rien. Ou des fois, il y avait juste un radar, des fois, il y avait rien. Et ça, en fait, c'est pareil, ça s'explique avec la même approche chaotique. Donc, voici un exemple alors pareil, c'est une simulation, mais on voit très bien ce qui se passe. D'ailleurs, c'est des voitures qui tournent en rond, elles avancent toutes à la même vitesse. Donc, ça simule des voitures qui avancent en ligne droite quelque part, toutes à la même vitesse. Et à un moment donné, il y a une voiture qui met un petit coup de frein. Juste rien, ouais, elle ralentit juste un tout petit peu, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, c'est l'université de Nagoya qui a chaleureusement prêté ses images. Donc, les voitures tournent, bon, voilà. Et il y en a une, alors je ne sais plus où, voilà, c'est un peu sur la gauche, il y en a une qui a freiné. Et du coup, là, ça va encore. Donc, vous voyez, un peu sur la gauche, là, ça commence à s'accumuler. Ici, là, eux, ils sont pas contents, quoi. Et là, ça repart, là, ça repart. Pourtant, il n'y a pas de blocage derrière, il y a juste quelqu'un qui a mis un petit coup de frein. Et hop, et tout le monde, comme ils vont plus vite ici que là, eh bien, ils vont tous les rattraper. Et au fur et à mesure, ça va, hop, vous voyez, il va y avoir un bouchon ici, et puis des gens qui roulent trop vite là-bas. Et puis un bouchon qui ça tourne, etc. Pourtant, personne n'a... Voilà, c'est New Scientist aussi. Personne ne s'est arrêté. Si on se met ici, vous voyez, personne ne s'est arrêté. À aucun moment, il y a juste un tout petit coup de frein qui a été donné, et ça engendre complètement des bouchons énormes. Et c'est exactement pareil, c'est la turbulence, le chaos. C'est-à-dire que tout va bien, et pourtant, pareil, il y a de la rétroaction là-dedans. Quand vous allez vite, tout va bien. Si vous ralentissez un endroit, vous allez vite, vous allez plus vite que là où c'est bougé. Donc du coup, vous arrivez plus vite. Donc plus il y a de monde qui arrive, et plus les gens ralentissent, forcément, on anticipe, on ralentit un petit peu plus que le gars devant. Et bien pareil, ça s'accumule. Ce qui fait que le 15e qui ralentit, ben, il est obligé de s'arrêter. Donc si vous vous trouvez dans des bouchons à un moment donné, il est inutile de coller la personne qui est devant vous. Il est inutile d'essayer d'aller plus vite que les autres. Ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'y arrivez pas plus vite, et en plus vous allez créer du bouchon derrière. Donc si vous êtes pris dans un bouchon, surtout essayez de fluidifier l'écoulement des voitures. C'est-à-dire que vous attendez que l'autre parte un petit peu, et puis vous suivez un peu de loin. Comme ça, quand il freine brutalement, vous vous rapprochez de lui, puis après vous attendez qu'il reparte, etc. De façon à ce que les gens derrière, ce soit à peu près continu pour eux. Parce que si vous faites comme le mec devant, vous le suivez, vous freinez, vous suivez, vous freinez, ça va amplifier le bouchon pour les gars qui arrivent 30, 40, 50 voitures, 100 voitures derrière. Et c'est pour ça qu'il y a des bouchons, c'est parce que les gens ne fluidifient pas. Ils pensent qu'ils vont aller plus vite en collant la personne devant, mais c'est complètement faux. Bon, c'est un conseil que... La même expérience a été faite dans le métro du Japon, japonais, avec les gens. Ils ont fait tourner les gens autour de structures circulaires, etc. Et ils voyaient comment les gens se tamponnaient, etc. Et ils faisaient des simulations pour voir comment les gens pouvaient passer sans se tamponner, etc. Donc on retrouve tous ces processus-là partout. Par exemple, si vous allez à la gare Saint-Lazare, comme dans la plupart des gares, sauf que là c'est en travaux, donc c'est encore plus intéressant. Vous avez donc les quais qui sont comme ça, qui arrivent comme ça. Et puis, donc les gens qui sortent du quai, ils veulent sortir. La sortie est là, donc ils vont aller comme ça. Les gens vont faire comme ça, comme ça, comme ça. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent par là et qui veulent changer de quai. Donc eux, ils vont comme ça. Donc forcément, le flux des gens qui vont comme ça croise le flux des gens qui vont comme ça. Et comme ce flux n'est pas régulé, c'est une catastrophe. Bon, surtout avec des gens bouchés partout, n'importe comment. Alors qu'il y a une solution assez simple qui, notamment, est mise en place à la gare Eurostar de Londres. Je crois que les Anglais ont une bonne idée. C'est en fait pour limiter ces effets-là, il faut mettre des obstacles. Ça paraît complètement Non, Léal, il crée du chaos. C'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est si vous avez un couloir avec plein de gens qui passent, comme ça, dans les deux sens, si vous mettez rien au milieu, ça va se boucher, parce que les gens vont s'entrer, ça ne va pas être clairement défini. Si vous mettez des bornes au milieu, et bien naturellement, les gens qui vont dans ce sens-là, ils vont prendre un côté, et il va y avoir un flux de gens qui vont dans ce sens-là par là, alors que les autres vont aller comme ça. Et du coup, ça va s'organiser, et ça ne va plus être chaotique. Alors que si vous mettez rien, eh ben,
les gens se croisent n'importe comment. Vous avez sûrement fait l'expérience quand vous montez les escaliers du métro alors que plein de gens descendent. Vous avez des gens qui montent au milieu, des gens qui montent à droite, des gens qui montent à gauche, alors que tout le monde descend dans tous les sens. Alors que si tout le monde montait à droite, ben, il se créerait un couloir de gens qui montent sur la droite et les autres descendraient dans l'autre sens. Et ce serait plus simple. Mais bon. C'est extrêmement concret au marché de Barbès. Il y a tellement de monde qui a ce phénomène-là, et les pickpockets se mettent à l'endroit où ça boussonne. Voilà, par exemple. Parce que comme ça, ils peuvent piquer les... Parce que tous les gens sont bloqués et veulent sortir absolument du fait du chaos, et absolument les pickpockets piquent. Donc comme quoi, c'est très utile de maîtriser le chaos. Exactement. Quand vous voulez monter dans un bus, pareil, quand vous voulez monter dans un bus, et qu'il y a plein de gens qui attendent, eh ben, il ne faut pas être sur les côtés pour monter dans le bus. Il faut être plutôt au milieu. Parce que les gens vont tous rentrer comme ça. Dans le bus, ça va faire un effet entonnoir un petit peu. Et les gens sur les côtés ne vont jamais pouvoir rentrer parce qu'ils avancent perpendiculairement aux gens qui rentrent. Et ils ne laisseront jamais passer. Donc il vaut mieux être un peu. Faut pas être le premier à côté de la porte. Il faut mieux être derrière, au milieu, pour pouvoir rentrer. Parce qu'il y a une espèce d'effet d'aspiration qui fait que tout le monde veut rentrer dans ce sens-là. On ne rentre pas comme ça dans un bus, on rentre comme ça. Pareil. Dans tout ce qui est tout ce qui implique plein d'acteurs différents, les voitures, les gens qui se les foules, les avions, il n'y a pas trop de problème encore, mais quand le ciel sera plein d'avions, il y aura peut-être le problème. Vous avez ces phénomènes-là qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'acteurs différents qui échangent des informations, parce qu'on voit ce que font les gens, on essaie d'anticiper en plus, parce que nous, on est intelligents en tant qu'être humain, on dit, bon, il va passer à droite, donc je vais passer à gauche. Puis en fait, eh ben, souvent, on se retrouve en face de lui quand même, parce qu'il a anticipé dans l'autre sens. Machin. C'est ça, la rétroaction. Si on était des systèmes bêtes, ben on se croiserait finalement beaucoup mieux. C'est triste. Hein. Autre exemple de chaos, c'est dans les discussions. Est-ce que vous avez déjà essayé de retrouver le fil d'une discussion à l'envers, que vous avez avec quelqu'un? Vous parlez, bon là comme le plan est bien défini, je sais de quoi j'ai parlé 10 minutes avant. Mais si vous parlez de choses avec des gens, essayez de vous dire, tiens, de quoi on parle là maintenant, et comment on est arrivé là? Vous allez voir que c'est chaotique de la même façon. C'est-à-dire que quelqu'un a dit un petit truc qui a fait penser à quelqu'un d'autre, et puis ça a avancé sur un sujet pendant 30 secondes, et puis après, un indice minime a fait « Ah oui, mais tiens, moi, quand j'étais au Maroc, bidule, il y avait hop !» Et des fois, vous avez même du mal à retrouver la discussion que vous avez eue. C'est quand même... c'est pareil. C'est pareil, c'est du chaos. Les souvenirs, c'est pareil. Des fois, vous ne vous souvenez pas de quelque chose, et un truc minime va vous faire vous souvenir de toute la scène. Bon, on connaît la Madeleine de Proust, c'est l'exemple parfait de ça. C'est-à-dire que le type, il mange une Madeleine et puis il se souvient de toute une partie de son enfance parce que la petite chose, c'était rien dans tout ce qui s'est passé pendant qu'il était jeune, mais la Madeleine fait qu'il se souvient de tout ça, en fait. Alors qu'avant, il n'arrivait pas à s'en souvenir. Un autre... alors ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté récemment, l'histoire contrefactuelle, parce que j'ai suivi une conférence là-dessus. En gros, l'idée, c'est de dire... On prend une période de l'histoire et puis on va faire du contrefactuel, c'est-à-dire l'opposé de ce qui s'est passé, enfin pas l'opposé, mais quelque chose de différent de ce qui s'est passé. Un exemple classique, c'est et si Napoléon avait gagné Waterloo? Bon. Et si Hitler avait trouvé la bombe atomique, enfin ce genre de choses, et si Nelson n'avait pas fait n'importe quoi à Trafalgar, perdu, comme c'était prévu, qu'est-ce qui se serait passé? Et on se rend compte que très rapidement, on se dit, bon, ok, on gagne Trafalgar, bon, peut-être qu'on gagne d'autres trucs, et après, 20, 30 ans après, à quoi ressemble l'Europe? Rares sont les gens qui peuvent s'avancer aussi loin. Pourtant, l'événement, au moment où il apparaît, il n'a pas forcément une application énorme. Et pourtant, très rapidement, on se rend compte, que même le XXe siècle n'aurait jamais existé si on avait gagné Trafalgar. Pourtant, c'est juste une bataille à un moment donné. Je prends cet exemple-là, hein, mais il y en a plein d'autres. Notamment si Beethoven était mort quand il était tombé malade, ou si Louis XVI, il y avait les Vingus là, qui avaient voté la mort du roi, ils avaient voté, enfin 10 en fait, si on divise par 2, s'ils avaient voté non pas la mort du roi, 10 personnes seulement. Qu'est-ce qui se serait passé dans tout le XXe siècle si on n'avait pas voté la mort du roi en France? Par exemple, la vie de 10 personnes, c'est rien, et pourtant ça aurait complètement changé, enfin vraisemblablement, la face du monde même aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que après un événement comme une crise, etc., certains l'ont prédit, entre guillemets. Et à vrai dire, c'est... Il y a toujours des gens qui prédisent tout. Comme il y a tellement de gens qui prédisent, il y en a évidemment toujours un qui a prédit. Voilà, et s'il prédit une deuxième fois, on va le suivre. Et lui, comme c'est chaotique, lui, évidemment, ça va être le bordel le plus complet, etc. Personne n'a prédit rien, en fait.
Et donc, en fin de compte, la prédiction voilà. historique est en termes d'histoire, quasiment faible. exactement. Mesurer les implications Et d'un ce événement, qu'on pourrait même mineur, c'est extrêmement... Alexandre, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que le XXe siècle, le XXe, XXIe est encore plus chaotique du fait de la vitesse. De la vitesse de l'information, etc. Donc les feedbacks sont beaucoup plus rapides. Donc la rétroaction, oui pardon, feedback, rétroaction. La rétroaction est infiniment plus rapide. En termes de vitesse et d'échange, aujourd'hui on a des échanges mondiaux de tas d'objets, que ce soit des objets de l'information, mais des biens aussi. Il y a des cartes électroniques qui circulent, il y a des fleurs qui viennent du Brésil, qui sont vendues en France. Hein. Plein de choses sont échangées et à une vitesse effectivement très importante. Donc ça augmente, ça augmente la non-prédictibilité de l'ensemble. C'est-à-dire que si les choses étaient un peu plus simples, au sens contraire de complexes, on pourrait mieux prédire, parce que si c'est simple, et ben, même si c'est un petit peu chaotique, ça va diverger lentement. Alors qu'aujourd'hui, comme ça va super vite partout, et qu'il y a des effets de rétroaction dans tous les sens, eh bien c'est impossible à prédire. Là, je reprends l'exemple des Grecs, où ils en sont aujourd'hui, il y a 5 ans, mais c'était complètement impossible à prédire. Et où on en sera l'Italie dans un an, je ne sais pas moi. Il y a la Tunisie, enfin, ce qui s'est passé en Tunisie. Ce qui s'est passé pareil. Là, c'est un gars qui se suicide et subitement, pof, ça fait toute une révolution. Alors, on pouvait dire, bon, il se passerait probablement quelque chose, mais à l'instant T, on ne pouvait pas le prévoir. C'est un effet d'enchaînement, c'est-à-dire qu'il y a un... Et ça s'enchaîne, et ça diverge totalement de ce qu'on aurait pu prévoir. Et que dis-tu de la prédiction Maya sur l'Apocalypse alors? Parce que du coup, ils ont fait abstraction de tout ce qui s'est passé entre leur ère et puis 2012. Et puis malgré tout, ils ont prévu cet arrêt du temps en 2012. Rendez-vous dans un an et demi. Hein. Non, mais ça peut être auto... Effectivement, il y a peut-être plein de gens qui vont se suicider. Oui, parce que c'est la fin du monde le 21 décembre 2012. Bah déjà qui commencent à prévoir tout leur stock de fournitures, de matériel, qui s'enferment dans les bunkers et tout ça. Quoi. Exactement. Par exemple, ça peut être un truc qu'effectivement on peut arriver. Bon alors de là à voir la fin du monde, c'est pas évident quand même. Mais... Bah, c'est ce qui s'est passé en l'an 1000 quand même. C'était auto-réalisateur. Donc alors, première étape de conclusion avant de parler d'autre chose. Aujourd'hui, le chaos est partout. Enfin aujourd'hui, il a toujours été partout, mais aujourd'hui on en est sûr. On le voit bien, on l'a partout. Et ça change, comme je le disais, notre façon de voir le monde. C'est-à-dire si on sait que les choses sont chaotiques, on ne raisonne pas de la même façon. On ne se dit pas, tiens, je vais pouvoir bouger un petit truc et puis ça va faire ça, genre un an après. Pas du tout en fait. Donc ça permet de beaucoup relativiser la valeur de ce qu'on va appeler une théorie ou quelque chose, une idée reçue. Quelque chose de simple, souvent si on vous dit un truc simple, c'est forcément faux. En fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que le monde aujourd'hui n'est pas simple. Le monde d'ailleurs n'a jamais été simple. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme on le disait tout à l'heure, le monde n'est pas simple. Donc, et c'est valable en physique, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis 10 ans. 3 ans de métro, ou 5 ans, ou enfin un certain temps. On dit, mince, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Non, c'est totalement normal, c'est juste un effet du chaos, une turbulence qui fait que on se retrouve au bon endroit au bon moment. C'est tout. Ça tient à rien du tout. On ne peut pas avoir d'action. C'est ça qui est intéressant également, c'est qu'on n'a pas de prise sur ça. Puisqu'on est incapable de savoir ce qu'il faudrait éventuellement changer, sachant que c'est minime, pour que les choses se passent différemment. Donc, en termes personnels, si vous vous dites, je vais essayer de régler ma vie ou je sais pas quoi, c'est pas une perdue en fait. Dites-vous que vous aurez toujours des ajustements à faire par rapport à ce que vous avez prévu. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire, parce que c'est une source de richesse. Vous avez toujours des nouvelles choses qui apparaissent par rapport à ce que vous attendez. C'est ça qui est très riche. On va parler maintenant des nouveaux outils, des nouveaux modes de raisonnement qui permettent un peu quand même de manipuler ces objets-là. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, on ne peut rien prévoir, tout est dépendant de rien, mais quand même, on va voir qu'il y a des petits outils qui permettent de s'en sortir. Alors, j'insiste un peu sur la dernière partie, la danger et l'aberration. C'est un raisonnement pré-chaotique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont vous expliquer la réalité avec un truc béton. C'est-à-dire... quel exemple j'ai noté là-dedans je n'ai pas trouvé de si parlant que ça, en fait, c'est pour ça. Mais si on prend l'exemple du réchauffement climatique, on va vous dire, bon, la Terre se réchauffe et on sait pourquoi, c'est à cause de ça. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est comme l'histoire du papillon. On va vous dire que le papillon a déclenché un cyclone
parce que, bah oui, finalement, il y a un papillon qui a battu des ailes. Mais en fait, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le papillon qui a causé le cyclone. Il fait partie d'un ensemble de causes différentes. Et si vous vous focalisez sur une cause ou un ensemble fini de causes, vous allez oublier toutes les autres. Alors qu'en fait, les autres sont peut-être plus importantes que celles que vous avez retenues. Et dans le cadre de la réchauffement climatique, on se base sur une modélisation de la réalité qui n'est pas forcément, par définition, on ne peut jamais avoir quelque chose de parfait, mais on oublie, volontairement ou involontairement, d'autres causes qui sont peut-être tout aussi importantes, parce que le système est chaotique. Et donc on va prôner des solutions qui peut-être ne sont pas du tout des solutions, ou des choses qui ne vont servir à rien du tout, ou à d'autres choses. C'est là où heureusement ça peut être intéressant, c'est qu'on peut utiliser le réchauffement climatique pour dire bon, on va réduire la pollution d'azote des voitures. Ça c'est bien, ça ne va rien faire sur le réchauffement climatique, mais au moins ce sera mieux pour notre santé. Bon. Je pense ce raisonnement-là, puisque c'est le sujet de pas mal d'écologistes. Bon. Même si on ne sauve pas la planète, au moins on sauvera notre santé, c'est déjà ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous raisonnez en pensant que les choses, il y a une relation de cause à effet facile, claire entre les différents événements, c'est que vous avez oublié quelque chose, forcément. Et pour ça, alors avant de passer à ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui est, bon, c'est plus un truc rigolo qu'une vidéo scientifique, mais vous allez voir que c'est intéressant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Hein. Bon, cette fois, il y a du son. Alors j'espère que ça va marcher dès le début. Hein. Voilà. Alors, le papillon, hop, ça déclenche l'alarme de la voiture. Ça effraie l'écureuil qui tombe à côté, hop, la fille, le type, hop. Voilà, mais en gros, fondamentalement, le battement d'aile d'un papillon peut détruire le toit d'un type à l'autre bout du monde. Certes. C'est ça que ça veut dire. Ça illustre en fait cette histoire-là. C'est-à-dire qu'un rien peut complètement changer votre vie sans que vous n'ayez aucune prise là-dessus. Bon, c'est exagéré bien sûr, hein. mais tout ça est plausible. Hein. Tout ça est plausible, l'écureuil, machin qui tombe, la fille qui se lève, tout ça est plausible, ça peut arriver. Et en fait, sans rentrer dans ce genre de détails un peu grotesques, ça arrive tous les jours. Tous les jours, les événements du monde ne tiennent à rien. Vous êtes levé une seconde plus tôt, et ben, votre journée ne va pas être la même. C'est comme ça. Et tout ce qui se passe dans le monde tient à ça. C'est-à-dire que c'est des petits riens partout, qui font, comme on est dans un système chaotique, et ben au final ça crée des effets particuliers, différents, beaucoup plus impressionnants que ce qu'on aurait pu attendre. Et le film Babel? Alors le film Babel, je l'ai vu, c'est un peu ça aussi. Alors je ne sais plus toute la trame, mais je ne sais plus toute la trame, donc je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais en gros, il se passe un événement à un endroit du monde, oui, dans le Moyen-Orient, et il y a des répercussions aux États-Unis ou au Japon, mais pas des répercussions du genre c'est la fin du monde, c'est des répercussions sur la vie de quelques personnes, oui, dans ces endroits-là. Oui, parce que par téléphone, en fait, ils apprennent qu'il y a une prise d'otage ou qu'il y a quelqu'un qui est blessé, et du coup, la nounou qui est au Mexique, elle ne peut plus rentrer aux États-Unis, et donc les gamins, limite, ils meurent de faim dans le désert. À l'inverse, au Japon, il y a des quelqu'un qui se suicide. Mais c'est pas des phénomènes généraux, c'est la vie de quelques personnes qui se retrouvent complètement modifiées à cause d'un rien qui a lieu à l'autre bout du monde. C'est vrai, et il y a plein de situations ou de films qui prennent ce thème-là, c'est clair. Effectivement, Babel, c'est un très bon exemple. Pareil, dans Mélancolia, quand les planètes se mettent à tourner l'une autour de l'autre, il est impossible de savoir si la planète va tomber sur la Terre ou pas, en fait. Effectivement, et le père dit, c'est bon, on est sauvés, tout va bien. En fait, non. Alors, qu'est-ce qu'on a pour un peu comprendre ce qui se passe, quand même? Parce que c'est bien, tout ça c'est chaotique, tout ne tient à rien, mais est-ce qu'on n'a pas un peu d'outils pour comprendre ce qui se passe? Alors il y en a un dont on parlera encore une fois plus tard dans la conférence, c'est le système. C'est-à-dire considérer les choses comme un système, et pas comme des choses séparées, mais un ensemble. C'est-à-dire que, dans un projet bilan, un ensemble d'acteurs interagissant, et en fait, vous avez des effets qui créent plus que la somme des parties. Donc c'est 1 plus 1 égale 3, on a tous vu ça en management, hein, et voilà, c'est vrai. Alexandre, il faudrait peut-être dire quelque chose des systèmes humains. C'est que nous sommes tous inclus dans des systèmes. Oui. Tu allais le dire? Non, on l'a déjà plus ou moins dit, mais
Et on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans une entreprise c'est un système. Vous êtes dans une organisation, c'est un système. Alors, la fois prochaine, je prends un exemple, un film, où justement j'illustre cette notion de système, mais nous sommes tous inclus dans des systèmes. C'est-à-dire que nous avons tous tendance à penser que c'est cause-effet, c'est-à-dire que si ça est arrivé, c'est parce que lui, il a fait ça. Mais ce raisonnement est fondamentalement faux. Et il nous emmène dans des erreurs de comportement et d'attitude et de jugement sur la vie qui... Par exemple, la conférence dernière, tu vas en parler peut-être? Non, justement, je ne veux pas trop en parler parce qu'on va partir dans d'autres débats. Mais ce que vient de dire François est tout à fait vrai, ce que j'avais mis sur le troisième point, la notion de cause-effet, qui est l'origine du cartésianisme quand même, qui est on fait quelque chose, ça fait ça, dans une approche système de la réalité, qui est l'approche qu'il faut avoir par rapport au monde chaotique, qui est celui de tous les jours, eh bien ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que ça va avoir un effet. Il peut y avoir plusieurs causes différentes, complètement différentes, qui ont le même effet. Il peut y avoir des causes quasiment identiques qui ont des effets complètement différents. La notion de cause-effet n'est pas du tout appliquée pour décrire des réalités complexes, en fait, de systèmes complexes. Vous avez... donc ça veut dire en fait que la question du pourquoi, quand vous êtes dans une situation donnée, la question du pourquoi n'est pas intéressante. N'a pas de sens. N'a pas de sens. Parce que vous ne trouverez jamais pourquoi. C'est peut-être un papillon à l'autre bout du monde qui vous a mis dans cette situation-là. Vous ne trouverez jamais pourquoi. Donc il ne faut pas se poser la question pourquoi j'en suis là, il faut dire qu'est-ce que je fais pour évoluer maintenant. Où est-ce que je suis et qu'est-ce qu'on peut faire. Le pourquoi ne nous apportera aucun élément sur la façon dont vous pourrez changer les choses. Au contraire, il va même vous induire en erreur, parce que vous allez penser que vous avez trouvé une cause. Ok, ça j'ai compris, c'est parce que j'ai pas mis la bonne cravate aujourd'hui, machin. Et bien en fait, pas du tout. Et donc vous allez vous dire, zut, il faut que je change de cravate la prochaine fois, machin. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, c'est peut-être la coupe de cheveux. Ça veut dire quoi 1 plus 1 est égal à 3? Alors 1 plus 1 est égal à 3, c'est-à-dire que deux éléments qui valent 1, si on les met ensemble, qu'ils échangent de l'information, qu'ils interagissent dans un système, ils vont créer quelque chose, une réalité, qui sera plus grande que 2. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un gars et un gars, il y aura un ensemble qui vaudra plus que 1 et 1, qui vaudra 2, enfin qui vaudra 3 en fait, plus ou beaucoup plus en fait. Si tu prends les neurones qu'il y a dans ton cerveau, il y en a je crois une dizaine de milliards, ceux qui ont fait médecine, on va dire 10 milliards, mais les capacités d'un cerveau sont beaucoup plus importantes que simplement des trucs qu'on aurait mis les uns derrière les autres. Parce qu'il y a tout un système d'interaction, d'échange, de rétroaction, qui génère à la fois du chaos, mais de la nouveauté aussi, de la créativité, qui fait que l'ensemble est infiniment plus riche que la somme bête et simple des parties. C'est pareil dans une famille, le rôle, les gens ont des rôles différents, et l'ensemble d'une famille, c'est plus que un homme, une femme et un enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants, c'est pas vraiment. C'est plus que tout ça, c'est un ensemble qui est plus riche que chaque personne prise individuellement, qu'on aurait additionné mathématiquement. Et on peut dire même que si on prend une famille avec 5 personnes, et si on se dit, bon, je vais simuler ce que ça va donner, ça ne donnera jamais la famille. Voilà. Parce que la famille est infiniment plus complexe que la somme des 5 personnes. Même si je connais le caractère des 5, voilà. Eh ben, ça ne va pas du tout donner un résultat réel. Parce qu'il y a des tas d'interactions qui font que la famille est infiniment plus complexe que la somme des 5 personnes, en quelque sorte. Un autre exemple donc, qui prolonge celui de la famille, c'est tout ce qui est réseau. En fait. Mais alors, réseau humain ou physique. Les connexions électriques de Paris ou de la France, je parle sous le contrôle des ingénieurs EDF, forment un réseau complexe. C'est-à-dire que si vous consommez à un endroit donné, eh ben, il va peut-être falloir ajuster, il va peut-être falloir redémarrer une centrale nucléaire en fait. Parce que, pas de bol, ça va induire des effets à droite à gauche, qui font qu'on va passer un seuil qui fait que là, il faut redémarrer une centrale, sinon on risque de saturer le réseau, par exemple. Un autre exemple. Internet, c'est pareil. En parlant de réseau électrique, en 2007, je crois, en fin 2007, il y a un bateau en Allemagne qui a coupé une ligne électrique qui passe au-dessus d'un fleuve. Et il y a la moitié sud-ouest de la France où il n'y a plus de courant, et la moitié sud-ouest de l'Europe où il n'y a plus de courant, et la moitié sud-ouest de l'Europe où il y avait trop de courant. Et donc ça a remis d'autres systèmes en panne. C'est une ligne qui est tombée. Une ligne qui est tombée à un endroit donné a des implications à l'autre bout de l'Europe. Voilà. Typiquement, c'est la même chose. Et alors, donc, cette approche de système qu'on appelle la systémique, c'est applicable dans énormément de cas différents. On a parlé de la famille, des entreprises, des réseaux électriques, mais c'est pareil sur les planètes, tout ce genre de choses. Et
François nous parlera la prochaine fois de cet aspect relations humaines d'un point de vue de la systémique. Voilà. Donc, un exemple qui est amusant, le premier un peu technique, mais bon, qui rejoint un peu l'histoire du réchauffement climatique. En fait, dans le Pacifique Sud, il y a un effet qu'on ne comprend toujours pas, qui s'appelle El Niño, qui fait que tous les 2, 3, 4, 5 ans, c'est à peine périodique, eh bien, il y a toute une couche de l'océan Pacifique qui se retrouve plus chaude que le reste. Et alors là, vous voyez, c'est une zone quand même assez importante. Et ça a une implication sur le climat mondial. Et sauf qu'on ne sait toujours pas comment ça a lieu. Alors, il y a plusieurs débuts d'explication, mais on ne sait toujours pas comment ça a lieu. Et pourtant, ça... il y a pas mal de gens qui nient le réchauffement climatique. C'est pas mon cas, hein. Je dis juste qu'il faut relativiser de quoi on parle. Qui disent, ben voilà, si ça avait réchauffé pendant les 5 dernières années, c'est parce qu'il y avait un phénomène comme ça qui s'appelle El Niño. Et donc ça a réchauffé l'ensemble du climat mondial. Et donc quand ça va redescendre, la température moyenne du globe va baisser. C'est ce qu'on a observé. Donc du coup on s'est mis à croire ces gens-là. Alors qu'en fait c'était pas du tout ça, c'était autre chose. Mais cette bête, enfin bête, c'est quand même énorme, hein, vous voyez sur la carte. Je dis bête parce qu'on ne sait pas d'où ça vient et c'est pas clair du tout. Et pourquoi ça a lieu qu'à cet endroit-là? Parce qu'on pourrait se dire pourquoi pas en Australie, là, ou pourquoi pas en Afrique. Bon. Ça a lieu à cet endroit-là et ça a un impact sur le climat mondial, notamment quand il y a le phénomène El Niño, ou l'inverse, je ne sais plus vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails, ça crée des sécheresses ou des inondations dans toute l'Asie du Sud-Est. Et pourtant, on ne sait toujours pas vraiment comment ça fonctionne. Alors un autre exemple que... Ouais. Alors un autre exemple dont un ami m'a parlé, alors, bon, on est tous à peu près à Paris, ou pas trop loin, on connaît tous le système de Vélib, qui est le système de location de vélos qu'on peut mettre à un autre endroit, on les lâche où on veut. Sauf qu'il faut savoir qu'avant, à Paris, il y avait des gens qui louaient des vélos, des professionnels. Alors, si je vous pose la question, à votre avis, est-ce que l'arrivée du Vélib a été bon ou mauvais pour leur chiffre d'affaires? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Pour lesquels, forcément. S'il faut choisir. Selon le placement. S'il faut, alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il y a des endroits où ça va être rentable parce qu'il pourrait y avoir moins de vélos, pas de station Vélib proche, mais que ça a relancé l'industrie du vélo, le fait que les gens utilisent le vélo. Donc ça peut avoir tendance à faire augmenter, et à d'autres endroits, ils sont juste à côté d'une station Vélib, et ils ne seront pas forcément très bien. Est-ce qu'il dit n'importe quoi ou pas? Oui, il essaye de dire un truc simple pour un truc compliqué. Il fait du cause-effet. J'ai mis ça peut, c'est-à-dire qu'on peut donner quelques éléments d'un graphe, et on peut donner quelques éléments, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait un joli petit graphe où on avait des causes-effets, et que la difficulté c'est de comprendre le phénomène global. Et sur juste une flèche, on arrive assez bien à mettre la flèche, c'est-à-dire que là tu avais la construction d'un barrage et qui va créer une pollution. Cette flèche-là, on arrive assez bien à la construire. On va réussir à en construire 2-3 des flèches. Par contre, comprendre le phénomène global, c'est ça qui va être compliqué. Complexe. Exactement. Alors effectivement, bon, très bien, je m'attendais effectivement à ta réponse genre bah oui, forcément ça a coulé leur chiffre d'affaires. En fait, bah non, parce qu'il y a des effets comme ça qui font que le fait qu'il y ait plus de gens qui prennent le vélo grâce au Vélib, eh ben, ça a encouragé des gens à prendre le vélo. Ou également, du coup, il y a tellement de gens qui prenaient le vélo qu'il y en a, ils se sont dit, bon, les Vélib c'est un peu moyen, je vais chercher quelque chose de mieux, donc ils sont allés chez les loueurs de vélos professionnels. C'est la même chose pour la presse gratuite et la vraie presse. Ouais, ça marche vraiment. Alors peut-être, effectivement, ça je sais pas par contre, mais peut-être. C'est-à-dire qu'on va observer sur cet exemple-là un effet complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que si vous posez une question comme ça, on vous dit répondre oui, non tout de suite, vite fait, les gens vont dire bah non, ça a coulé leur chiffre d'affaires. Et en fait non, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif. Et ça, c'est souvent des raisonnements qui apparaissent quand on parle du système complexe, c'est-à-dire que quelque chose qui nous semble, bon bah c'est évident, et ben en fait c'est l'inverse qui a lieu. Et ça c'est un piège dans lequel on tombe souvent, parce qu'on va raisonner avec notre propre conception de la réalité, et on va appliquer cette conception-là, alors qu'en fait, c'est pas qu'elle est fausse, elle est juste, mais elle n'est pas complète. Et encore une fois, comme il va nous manquer des éléments, on va passer à côté de la réalité. Alors quelqu'un qui fait des vraies études statistiques sur les vélos et tout, peut-être qu'il aurait pu prévoir en partie ce qui se passe, mais peut-être pas. Et vraisemblablement pas en fait, parce que c'était une expérience qui n'avait jamais eu lieu, donc et même si elle avait eu lieu, peut-être qu'on aurait observé le contraire. Alors, un autre... Notre erreur, c'est de prendre un cadre d'un système fermé. Oui. Là, il y a des acteurs... bien sûr, c'est ça. Mais le problème, c'est que si on veut raisonner, on est obligé.
C'est-à-dire que si on se retrouve avec le système qui, entre guillemets, on veut le système complet qui prend tout, on ne peut pas raisonner dessus. On a la taille du système fait que c'est pas acceptable pour les ordinateurs, c'est pas acceptable pour nos cerveaux. Personne, voilà. Et du coup, pour réussir à résoudre, on diminue la taille du système en se disant, bon, bah, là on est suffisamment loin, la limite de notre système est suffisamment loin du phénomène qui nous intéresse pour ne pas avoir d'influence. Et bah, de temps en temps, pas de chance. Voilà. Alors, ouais, parce que ça des peut fois, augmenter le on y arrive chaos. quand même, on arrive à prévoir ce qui se passe des fois. Mais ce qui est clair, c'est que très souvent, nous, individus, on est incapable de prévoir ça. Et même si on a l'impression qu'on peut. C'est ça qui est important. C'est que oui, avec des outils, comme tu dis, si on prend l'ensemble des données, tout ça, mais comme il le dit très bien, notre cerveau, bon, on manipule qu'une idée à la fois déjà, on a du mal à faire des... Bon. Donc, on va forcément passer à côté de des choses. Donc, si vous réfléchissez sur un système complexe, il ne faut pas, surtout pas, essayer de tirer des conclusions comme ça du premier coup. C'est qu'il faut vraiment se dire, ah mais tiens, et penser en dehors de la boîte, comme on disait tout à l'heure. Penser, dire, ah ben oui, mais du coup, d'autres gens qui prenaient jamais le vélo, parce que c'est ceux-là dont on n'a pas pris compte dans le raisonnement que j'ai donné tout à l'heure. Des gens qui n'ont jamais pris le vélo vont prendre le vélo. On aurait pu y penser. Voilà pour le système, on en parlera plus la prochaine fois. Alors, un autre outil qui est un outil que je trouve fascinant, c'est ce qu'on appelle les fractales. Alors, ça a lieu, c'est une révolution des mathématiques qui a lieu à peu près à la même période que le chaos, et comme par hasard, ça rejoint exactement le raisonnement du chaos. Donc, une fractale, c'est un objet mathématique. J'ai mis outil, c'est un outil, objet mathématique qui décrit des phénomènes invariants à toute échelle. Ça veut dire que si vous êtes très loin ou très près, infiniment près, infiniment loin, l'objet va avoir la même tête. Alors, je vais donner un exemple de ça avec cette fractale-là, qui est la fractale de M. Mandelbrot, qui est un Français franco-américain, qui est l'inventeur en gros des fractales, qui est mort il y a seulement 3 ans. Ça veut dire que c'est quelque chose de récent. Et donc, ce qu'on observe, ça c'est la fractale de Mandelbrot, c'est quelque chose de généré avec une équation extrêmement simple. J'aurais pu vous l'écrire, mais bon, c'est pas le but. Mais c'est quelque chose de très très simple. Et pourtant, ça génère ce type d'ensemble. Une solution très particulière. Oui, donc la fractale, en fait, on fait un zoom. Et vous allez voir que plus on va descendre, plus on va trouver les mêmes objets, ou des trucs à peu près équivalents. Là, oui, ça ressemble pas mal à l'objet dont on est parti, celui-là. Et si on continue, on va cette fois un petit peu plus vers l'arrière, on va tomber encore sur des structures qui se ressemblent. On a l'impression que c'est un jeu et tout, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est mathématique, si on calcule toutes les solutions, on rentre dans des choses aussi complexes que ça. Alors que vous voyez, par rapport au début, on est sur une zone extrêmement petite. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est les histoires du chaos, on a beau sur des choses extrêmement, des différences extrêmement faibles, et bien en fait ça change totalement. Putain, mais la puissance de l'ordinateur pour faire ça, mais non. Oui, ça va. Quand même. Ouais, quand même, c'est vrai que c'est quand même. Attends. C'est Alexandre qui a fait ça. Non, mais c'est pas ça, il faut les données quand même pour suivre la profondeur. Mais l'équation est très simple. Hein. Oui, c'est très simple, mais la profondeur est quand même... Ouais, donc ça n'arrête pas. On a beau zoomer, on a beau descendre, on voit toujours des choses qui se ressemblent. Alors je crois qu'à la fin, on va tomber sur le même ensemble qu'au début. Vous voyez là, ça ressemble pas mal celui-là, là, qui est là. Mais c'est pas exactement le même pour autant. Bon, celui-là, c'est pas le même. Mais là, celui d'à côté, là, ça ressemblait. Vous voyez, ceux qui sont là, bon, pas exactement non plus. Mais bon, oui, on tombe toujours sur le même genre de structure, c'est quand même incroyable. Et c'est ça, le phénomène, un objet fractal. C'est-à-dire que... C'est sans fin, ça? C'est sans fin. C'est sans fin. C'est-à-dire que infiniment, on va tomber sur ce qu'on disait au début, c'est quand même frappant à quel point c'est proche du chaos. On a beau être infiniment près, parce que là, par rapport au début, vous voyez ce qu'on a zoomé quand même. Parce qu'on a réduit l'échelle, et là pourtant, ça va être quand même une structure à peu près équivalente. Et une structure complexe. Et une structure complexe, naturellement. Donc, ces outils-là, qui sont les fractales, permettent de saisir ce que c'est que le chaos. Et alors, justement, je suis bête, j'ai une autre vidéo à vous montrer par rapport à l'image que vous avez montrée au début, et que vous avez dit, mémorisez cette image-là, vous allez voir pourquoi. Voici une autre expérience. Alors, c'est un pendule avec des aimants. Donc, en fait, vous avez le pendule là, qui se balade, voilà, un pendule normal, hein, pas un double pendule. Et vous avez des aimants de 4 couleurs. Et donc on lâche le pendule d'un endroit, et puis on voit sur quel aimant il va finir. Et suivant l'aimant sur lequel il finit, on va colorer la case de départ.
Donc là, ils ont divisé en 7 par 7. Et donc il dit, là au début, je vais mettre là. Je lâche, paf, donc ça bouge, et ça va être attiré par un des aimants à tous les coups. Voilà, là ça va être le hop, vert. Donc on va colorier la case de départ en vert. Enfin, je crois, voilà, hop, on met un truc vert. C'est vachement pas. On va le regarder en entier. Donc il le refait. Et donc comme c'est chaotique comme système, évidemment, hop, on va pas arriver au même endroit, même si on n'était pas très loin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on colorie comme ça. Bon là c'est des gros carreaux, donc à la fin on trouve quelque chose comme ça. Bon, ça a l'air d'être n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc ça a l'air d'être n'importe quoi. Maintenant, donc c'est ce qu'ils disent là, hein, il y a ça n'importe quoi. Alors maintenant on recommence, on se met au même endroit, et on voit où ça va finir. Alors comme vous avez déjà eu le début de la conférence, vous vous doutez que ça va pas arriver sur le vert, sauf si c'est un coup de bol. Et là, paf, en fait c'est rouge. Donc c'est parce que ce système est chaotique. Vous voyez, c'est un truc simple, quand même, on lâche un pendule sur des aimants, c'est quand même pas l'atmosphère terrestre à modéliser. Et ainsi de suite, donc ils le refont, alors je crois, bon, la vidéo n'est pas trop longue, je la laisse en entier, même si je n'arrive pas à suivre le flux pour raconter les trucs. Ça c'est écrit. On n'obtient jamais le même résultat. Voilà, je vais faire la traduction. Donc ça on n'obtient jamais le même résultat. Et donc il va, au lieu de refaire l'expérience toujours à la main, il va faire la même expérience par ordinateur. Comme je vous avais montré tout à l'heure avec le pendule, là, on peut simuler, comme c'est des équations faciles à résoudre, on peut les faire comme ça avec un ordinateur. Donc là, hop, il fait pareil. Donc en gros, il lâche, vous voyez, c'est la même vue de dessus, on lâche le pendule et puis on regarde où est-ce qu'il va. Donc là, ça dessine la trajectoire, voilà, hop, on arrive. On voit que la trajectoire est très chaotique. Donc on voit déjà que ça fait pas mal n'importe quoi quand même. Hop, donc il met les couleurs, tout ça. Donc, et déjà on voit que c'est plus les mêmes couleurs qu'avant non plus. Vous vous souvenez, au début il y avait vert, bleu, rouge, là c'est vert, bleu, jaune. Là non plus, ça marche pas. Enfin, là ça va être bleu. Et ainsi de suite. En fait là où je veux en venir, vous allez voir, là, je maintiens le suspense, là où on va en venir, c'est que plus on... Bon là, hop, on va voir la solution avec les gros carreaux. En fait, vous allez voir, si on réduit les carreaux, on va obtenir des choses qui ne sont pas n'importe quoi. C'est-à-dire que bien que tout ça soit chaotique, alors oui, évidemment, si on démarre près de l'aimant, bah, on tombe toujours dessus. Hein. Si on démarre sur la case rouge, forcément, il ne va pas aller très mal. Donc, il dit, est-ce que ça ressemble au vrai test? Bon, pas vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si on... donc il dit, on ne reconnaît pas de... Ce qu'il cherche à faire dans cette expérience-là, c'est de trouver une logique, en fait. C'est-à-dire tout ça, ça a l'air d'être n'importe quoi, il y avait une logique quand même. En fait, si on fait des plus petits carreaux, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ah, là, ça semble un peu plus filtre. Bon, même si autour, c'est n'importe quoi. Et encore. Donc ça a l'air quand même d'être toujours n'importe quoi. Alors en fait, bon, là, je vais passer la fin parce que la fin est plus intéressante, il parle d'autre chose. Est-ce que oui. Si on zoome infiniment, c'est le même motif qui se répète sans fin? En fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette expérience-là va dessiner une figure fractale comme celle-là. Alors je n'avais pas trouvé avec 4 aimants, je l'ai trouvé avec 3 aimants, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. C'est-à-dire que là, les 3 aimants, eh ben, on les reconnaît. Oui. D'accord, c'est le truc que j'ai lancé tout à l'heure, il est efficace cet ordinateur. Donc en fait, vous voyez, ça va faire des structures qui ne sont pas n'importe quoi en fait. Ah non, mais... Ben oui, tu l'as lancé. Ah là là. Tu as lancé le diaporama. Donc, c'est pas complètement n'importe quoi. C'est-à-dire que si on rentre dans le détail vraiment, on voit que c'est pas n'importe quoi. Et pour autant, si on zoome dans cette partie-là, on va tomber sur le même phénomène que juste avant. Si on zoome, et on va trouver pareil, il va y avoir des lignes bleues, des rouges, des jaunes partout. Ça va être une fractale en fait. C'est-à-dire que les fractales permettent de décrire des phénomènes chaotiques. Et ça c'est extraordinaire parce que au début, quand les gens ont trouvé le chaos, ils ont dit bah mince, c'est foutu, on ne pourra plus jamais rien prévoir. Et en fait, les gens qui ont trouvé les fractales se sont rendus compte que ça marchait pour décrire les phénomènes chaotiques. Donc on a un moyen, à peu près, parce que attention, c'est pas précis, c'est des structures générales. Hein. Puisqu'on a bien vu que si on zoomait, on allait rentrer dans des choses qui étaient forcément. On retrouve le même phénomène que le chaos, c'est-à-dire que si on est infiniment proche, on va trouver des résultats différents. Mais vous allez voir qu'on en trouve en fait un peu partout des fractales. Et c'est là qui est extraordinaire, quand M. Mandelbrot
s'est penché sur cette question-là, il s'est dit, mais tiens, c'est marrant, ça me fait penser à des racines, ou des fleuves qui coulent, ou plein de choses en fait. Et là, donc là, je vais vous donner des différents exemples de phénomènes ou réalités naturelles où il y a des fractales. Cristal de glace. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, une nouvelle fois, ça s'applique sur plein de domaines différents. Ça vient des mathématiques, mais vous allez voir, ça peut caractériser plein de choses différentes. Alors avant, j'ai un petit jeu pour vous. Voici quelques images. À votre avis, laquelle représente la réalité la plus grande? En gros, est-ce que, bon là ça fait 10 cm, 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, laquelle est la plus grande à votre avis? Bon, oui, c'est en gros, donc il y a des images de glaciers, enfin de choses, de glace, et là des images de montagnes, de côtes. Vous dites là, bon, on a l'impression quand même que tout ça a à peu près la même taille. Hein? Là, je sais pas quelle taille vous donnez d'ailleurs à ce truc-là. C'est pas évident, hein? Pardon? Faut pas savoir. C'est Mars. Non? Non, c'est pas Mars. Il n'y a pas d'eau sur Mars. Ça, c'est pareil, c'est des glaciers. À votre avis, lequel est le plus grand? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Bon. Pas évident quand même. Pas évident. Et pourquoi est-ce que c'est pas évident? Parce qu'on est dans une structure fractale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle échelle on est. Est-ce qu'on est près? Est-ce qu'on est loin? C'est l'histoire du zoom de tout à l'heure. Si on est super près, eh ben ça ressemble à quand on est loin. Donc c'est extraordinaire. Pourtant, ça sont des photos, c'est facile à faire. Hein. Vous allez voir, en fait, voilà. Vous avez donc, les extraits tout à l'heure. Il y a une partie, c'est ici, donc ça faisait la taille d'un pingouin. Et on avait l'impression que c'était plus grand que ce truc-là, qui en fait est beaucoup plus grand qu'un bateau de personnes. Là, sur cette image-là, j'avais pris une partie qui était là, une là et une là. Donc là, ça doit faire 50 mètres de haut, là 2 mètres, et puis là 50 cm. Et pourtant, on a l'impression que c'était pareil. Et là, le truc, c'était ici. On a l'impression que ça avait la même taille que ces deux gros trucs-là. Pourtant, là, ça fait 10 cm, alors que là, ça fait 100 mètres. Enfin, 200 mètres, je veux dire. 100 mètres. Hein. Donc, c'est... Tiens, les fractales, en fait, pas mal. Il y en a un peu dans la nature. Autre exemple. La photo de gauche, vous voyez, donc c'est une chaîne de montagnes, mais en gros, vous voyez, il y a des petites montagnes, et puis des plus grandes montagnes, et puis encore des plus grandes. Et en fait, eh ben, tout ça, ça se ressemble. Si on est près, si on est loin, ça se ressemble. Là, c'est une photo prise de très 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 loin, en fait. On n'a pas forcément l'impression, mais on voit l'ensemble de l'Himalaya, là, quasiment. Donc la photo, elle fait plusieurs centaines de kilomètres, c'est une photo prise de l'espace. Plusieurs centaines de kilomètres. À l'inverse, le truc à côté, c'est des choux. Des choux qui s'appellent des choux romanesco. Et bon, il y a peut-être des choux au menu, tu vois, mais c'est pareil, même genre de structure. La nature fait des fractales, c'est fort quand même. Les poumons, les éponges, et le truc au-dessus, ce sont les amas de galaxies. Ça a exactement la même structure. Pareil pour les cristaux, alors le fougère, c'est un exemple assez classique. Vous avez déjà vu une fougère, si vous prenez un petit bout, ça ressemble à une petite fougère. Pareil, si vous prenez un autre bout, ça ressemble à une fougère, etc. etc. Là, sur le côté, j'ai mis ce qui s'appelle, donc ça c'est quelque chose de mathématique, qui est une fractale dite de corps, K-O-C-H, et en fait, on voit comment elle est construite. C'est-à-dire qu'on prend une ligne, et puis on met un triangle à la place. Puis là, pareil, il y avait une ligne, on met un triangle à la place, enfin un bout de triangle. Et ainsi de suite, on obtient quelque chose comme ça. Et ça ressemble pas mal au contour de ça, finalement. Quelque chose de purement mathématique, un truc bête. On reproduit, et paf, on observe que dans la nature, il y a ça aussi. Donc, et en fait, il y en a partout des fractales. C'est incroyable le nombre de fractales qu'il y a dans la nature. Tout est fractal. Donc, tout était chaotique, et bien en plus tout est fractal. Et c'est lié, c'est pas un hasard tout ça. C'est pas un hasard. Et donc j'avais une autre vidéo, mais qui est moins intéressante, donc je ne vais pas la mettre. Mais c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que c'est une trouvaille mathématique, purement mathématique, et d'un coup on se rend compte, en fait il y en a partout. Est-ce que vous avez déjà croisé un angle droit dans la nature? Pas beaucoup quand même. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, vous allez croiser des choses qui ressemblent à... Vous prenez des racines ou des arbres, ça ressemble vachement à des fractales. Est-ce que vous croisez beaucoup de cercles dans la nature? Oui, mais il y a surtout des formes un peu bizarres. Des bulles, enfin pas des bulles, c'est pas des cercles, mais plein de petites bulles, plein de phénomènes qui sont, pareil, le même phénomène d'échelle.
Et la nature est fractale parce que les fractales sont ce qui permet, la réalité qui permet le mieux de s'adapter à un univers chaotique. Ou de décrire, d'être chaotique. Par exemple, les poumons, si le réseau de veines, des veines de l'artère, qui recouvre les poumons, si c'est des fractales, c'est parce que ça permet d'avoir l'échange maximal par rapport au volume de sang qui vient choper l'oxygène. Si l'éponge elle est comme ça, c'est parce que ça lui permet d'avoir la taille la plus grosse en utilisant le moins de matière possible. Si les galaxies sont comme ça, c'est parce que c'est plus rentable en fait. C'est plus rentable. D'un point de vue de l'énergie, eh ben, on va faire comme ça parce que c'est plus rentable. Pareil, sur la surface du Soleil, aujourd'hui, en ce moment, on approche du maximum solaire, et on voit, s'il y avait un coucher de soleil en même temps, je vous la montre en direct, mais il y a des taches solaires qui apparaissent. Pareil, ce sont des structures complètement fractales. C'est-à-dire que peu importe à quelle échelle on regarde, on va avoir l'impression que c'est la même chose. Et pourquoi? Alors, je vais reprendre l'exemple du tourbillon, parce que ça permet de dissiper, d'évacuer un trop-plein d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez de l'eau qui coule à un endroit donné, si vous ne mettez pas trop d'eau, elle va couler bien droite. Si vous mettez beaucoup d'eau, elle va être tourbillonnante. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'évacuer ce trop de vitesse en fait. Donc elle va trouver le moyen de se ralentir en faisant des espèces de tourbillons. C'est pareil sur les gens quand ils se croisent dans les métros. Plutôt que de faire on fait n'importe quoi parce qu'on n'a pas le choix, on a l'impression que c'est le plus simple. Alors qu'en fait, si on avait mis, comme je disais tout à l'heure, des obstacles au milieu, ça aurait été plus rentable. Mais on ne le sait pas. C'est un mauvais exemple parce que du coup, on a donné l'impression que la nature, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, elle fait. Elle fait. Et je dois dire qu'elle fait de façon fractale parce que c'est ce qui permet de dissiper le mieux l'énergie. Pareil pour la feuille là. Pourquoi elle est comme ça? Le but de la feuille, c'est quoi? C'est de rattraper le maximum d'énergie solaire, le maximum de lumière, avec le moins de matière possible. Et ben, le mieux, c'est de faire ça. C'est pas de faire un carré, comme les panneaux solaires qu'on met sur les toits, c'est de faire une structure comme ça. Voilà, je ne vous raconte pas que c'est beaucoup plus difficile à faire. L'image du milieu, en fait, c'est une fractale mathématique, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'informatique, ça n'existe pas. Pourtant, c'est très très proche de la réalité. Vous voyez? Celle de la fougère du milieu, là, c'est une fausse, en fait. Et pourtant, elle est très très proche de la réalité. Donc, j'ai tendance à penser que plus on avance, plus la technologie va chercher à avoir des formes fractales. Notamment, j'ai vu un projet il n'y a pas très longtemps pour justement les panneaux solaires. On pense faire des systèmes qui ont à la fois des grands panneaux et des petits panneaux à côté, etc., qui permettent de maximiser le flux d'énergie qu'on va récupérer par rapport à la matière qu'on utilise, plutôt que d'avoir un grand carré tout bête. Les murs qu'il y a sur les bords des autoroutes pour couper le son, ils sont fractaux aussi. Oui, exactement. Oui. Exactement, parce que ça permet, pareil, Alors en plus, ça permet de perturber l'onde, mais ouais, c'est le même genre de raisonnement. La photo qui est derrière vous, là, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez dire que ça a été pris à 20 cm ou à 200 km? Est-ce que c'est la côte d'un continent ou est-ce que c'est le bord d'un marais? Merci Ariane, c'était pas quelque chose. Mais il y avait les glaciers aussi avant, et c'est pareil en fait. À un moment donné, il y avait des glaciers, ici c'est pareil. C'est-à-dire que alors j'aurais pu, on peut passer des millions et des millions de photos là-dessus. Les fractales, il y en a partout, c'est incroyable. Il y en a même, si vous prenez, si on prend l'histoire des montagnes là, si vous mesurez l'altitude avec la distance que vous parcourez, vous allez voir, ça fait une courbe un peu n'importe quoi. Et si vous comparez avec une courbe de température, ou la bourse, ou le rythme cardiaque, bon pas le rythme cardiaque, mais beaucoup de phénomènes vont présenter ce genre de structure-là. Alors qu'ils n'ont rien à voir, et pourtant on va pouvoir les décrire avec le même outil qui est l'outil fractal. Enfin, la finance, les montagnes, les côtes, beaucoup de données biologiques en fait recouvrent ça. Dernier outil dont je veux parler, c'est l'outil des probabilités. C'est-à-dire que, bon, l'univers est chaotique, mais si on attend, si on fait plein de fois la même expérience, ou si on attend un temps suffisamment long, on va quand même retomber sur nos pieds. C'est-à-dire que si vous jetez un dé des millions de fois, vous allez avoir un sixième de 1, un sixième de 2, un sixième de 3, etc. Et ça, en fait, ça s'appelle l'ergodicité. Et là, il est 10 heures, on commence à fatiguer.
L'ergodicité. Bon, c'est pas la peine de retenir le mot. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est une hypothèse qui permet de dire qu'un système, quel qu'il soit, si on l'attend suffisamment longtemps, ou si à un moment donné on le réalise plein de fois, on le fait plein de fois, on va tomber sur le même résultat. C'est-à-dire que ça vient des gaz, des particules qui bougent dans un gaz. Si vous prenez une particule donnée, si vous regardez son chemin, elle va bouger. Si vous faites la moyenne de ce chemin-là, elle va être à peu près ici, ou elle va avoir une certaine vitesse, ou je ne sais pas quoi. Par contre, si vous prenez toutes les molécules, vous faites la moyenne à un instant donné, vous allez tomber exactement sur le même résultat. C'est ça. Et cette hypothèse-là permet de faire des probabilités. C'est-à-dire de dire, voilà, si on attend longtemps, eh ben on va avoir plus de chances d'avoir ça. Si on attend... Enfin voilà, c'est ça. En fait, la probabilité, c'est ça. C'est de dire, dans la plupart des cas, si on attend assez longtemps, on va avoir ça. Sauf que c'est une hypothèse. Aucun système réel n'est ergodique. Dommage. Parce qu'il faudrait que le système ait une durée de vie infinie pour qu'il soit ergodique. Mais c'est une hypothèse qui s'en sort pas trop mal quand même, notamment quand vous jetez une pièce, vous avez toujours à peu près une chance sur deux. Mais le piège de la théorie des probabilités, c'est qu'on va avoir tendance à l'utiliser tout le temps. On va dire, bah, si je lance une pièce 4 fois et qu'elle fait 4 fois pile, celui d'après, il y a des chances que ce soit face quand même. Et en fait, pas du tout. Il y a toujours une chance sur deux. Même si, d'un point de vue global, il y a plus de chances que ce soit face, pile, ou une face, et ben, ça peut quand même être pile, une chance sur deux. Donc c'est quelque chose qui est complètement non prédictif, une probabilité. Ça ne vous permet pas de prédire quoi que ce soit. Puisque ça vous permet juste de prédire que si vous le faites 1000 fois, ou 10 000 fois, 1 million de fois, vous allez sûr tomber plus ou moins là-dessus. Mais comme on le fait qu'une seule fois, eh ben on ne sait pas. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la vie. C'est-à-dire que si vous vous projetez quelque part, vous dites, bon, j'ai quand même de bonnes chances d'arriver là. Le truc, c'est que c'est pas parce que vous avez des chances que ça va avoir lieu. Parce que vous pouvez être, je prends l'exemple d'un concours, vous pouvez être fatigué le jour du concours, et paf, bah tant pis. Même si vous aviez 9 chances sur 10 de l'avoir par rapport à vos compétences, vous pouvez quand même le rater complètement. C'est comme l'histoire de pile ou face. La cinquième, c'est un seul événement. Et même si l'ensemble du système, si on le laisse dans un temps extrêmement long, va donner des résultats précis, c'est très précis les probabilités si on attend longtemps ou si on prend plein de choses différentes. La physique, je transpose un peu ce que je disais sur la physique quantique. La physique quantique, c'est ce qu'il y a sur les tout petits éléments. Mais il y a plein de petits éléments partout. Donc les probabilités, ça marche pour décrire la réalité par rapport à la physique quantique. Mais si on descend au niveau de quelques atomes, probabilité, ça sert à rien. Parce que vous avez 3 atomes et vous savez qu'ils ont une chance sur 3 de changer. Ouais, bah d'accord. Du coup, ça ne vous dit pas à l'instant d'après comment ils vont être. Par contre, si vous avez des milliards d'atomes comme dans cette table-là, bah, vous êtes sûr qu'ils vont être dans l'état, enfin, la proportion qui est censée être dans l'état A ou l'état B, elle va être dans cet état-là. Puis il y en a tellement que c'est sûr que ça va marcher. Donc voilà, c'est que même s'il y a du hasard pur au niveau des éléments de la matière, les probabilités vous disent que finalement l'ensemble va être quand même, on sait vers où on va. Je sais pas si tu as déjà remarqué, si tu as été au casino, quand tu joues à la roulette, ils affichent tous les chiffres qui sont passés avant. Et il y a des joueurs qui se fixent là-dessus en se disant, tiens, il y a eu 5 noirs, 6 noirs qui sont déjà passés, je vais mettre sur le rouge parce que ça va tomber sur ça. En fait, c'est complètement pour gruger, ou enfin plutôt pour faire jouer. Bah, c'est pas faux, mais comme tu disais, voilà. La pièce ou la bille va pas du tout prendre en compte ce qui s'est passé avant. Il y aura autant de chances que ça tombe sur le 7 qu'avant ou qu'après. Donc en gros, à quoi du coup il sert? Ça sert parce que... juste pour appâter le... C'est pour appâter, mais c'est aussi, c'est quand même relativement vrai. C'est-à-dire que si tu joues pendant toute une année, tous les soirs, normalement, tu sais... C'est la loi du casino. Voilà, c'est la loi du casino, mais normalement tu sais que la boule rouge, elle finira par sortir tant de fois sur les millions de fois où tu l'as... Voilà, c'est sur un ensemble que tu peux déterminer les probabilités. C'est très très grand en fait. Mais c'est valable, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, quand vous lancez une pièce, alors 4 pièces, la 5e, elle a toujours une chance sur 2 de faire face. Mais par contre, si dans un monde parfait, on lançait toutes les différentes possibilités, eh ben, il y en aurait très peu qui auraient un pile, puisque ça ferait un 5e pile. Ce serait vraiment un coup de bol ou un coup de bol. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, ça va marcher si on attend très longtemps, ou si on est vraiment dans un monde parfait. Non, même pas. Parce que... Mais ça va marcher si on attend très longtemps ou si on a un nombre suffisamment d'éléments. Voilà, c'est ça qui est important. Si on a un nombre suffisamment d'éléments ou si on attend suffisamment longtemps.
Sauf que dans la vie, on n'a pas, sauf pour la physique quantique ou pour certaines choses, on n'est jamais dans ce cas-là. On n'est jamais dans ce cas-là. Mais c'est utile quand même. J'aime pas trop les probabilités, mais c'est parce que les gens pensent qu'avec des probabilités, on va pouvoir prédire les choses, on va expliquer, Non. Ça n'est utilisable que dans un cadre très particulier qui est celui d'un temps très long ou d'un nombre très grand. Et très souvent, on n'est pas du tout dans ce cas. Voilà. Et je crois que c'est presque fini. Alors, j'ai mis ça, c'est-à-dire que, bon, tout ça c'est bien, mais en fait, c'est intéressant aussi pour nous. C'est-à-dire que le monde, ça a l'air d'être n'importe quoi, c'est fractal, c'est chaotique, tout ça. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, parce que si on prend l'inverse, imaginez un monde où tout est complètement prédictible. Ce serait quand même super ennuyeux. Il n'y aurait aucun effet de hasard ou de pseudo-hasard. Il n'y aurait jamais de... On pourrait faire que ce qui est possible ou ce qui est prévu. Il n'y aurait pas d'imprévu. C'est pas intéressant. Le chaos nous dit qu'en fait tout est possible quasiment et qu'en plus ça tient à rien. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai mis en année, le retour du petit rien qui va faire tout. C'est-à-dire que vous avez tout ne tient à rien. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est créateur de nouveautés, c'est infiniment riche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce qui va vraiment se passer, et que tout ce qui va se passer va peut-être être le contraire de ce qu'on pensait. Et donc, si à l'inverse on avait pensé comme il fallait, avec les différents outils dont on a parlé, on va pouvoir faire des nouvelles choses, on va pouvoir engendrer des nouveaux phénomènes, on va pouvoir lancer des phénomènes en cascade, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Mais, gardez à l'esprit qu'en fait, tout est possible. Et j'ai mis ça, que ça remet l'humain au cœur de la machine, parce que c'est plus un raisonnement, bon ça, c'était à la mode il y a 60 ans, enfin il y a 50 ans, qui est que on a longtemps cru que la science allait pouvoir nous prédire tout ce qui allait se passer, le monde, c'est carré, c'est scientifique, c'est mathématique, on peut tout voir, on peut tout faire, on peut tout compter, on peut tout mesurer. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Le chaos nous dit qu'en fait, non. Le monde n'est pas... On ne peut pas faire des modèles clairs du monde, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et en fait, le choix de ce qui va se passer va dépendre des actions de chacun d'entre nous. Puisque chacun d'entre nous, dans le monde humain évidemment, on ne va pas faire tourner les planètes différemment, mais dans le monde dans lequel on est, dans l'entreprise, dans la société, dans la vie, dans les associations, eh bien le petit rôle qu'on a, qui a l'air de rien, en fait est un rôle crucial. C'est-à-dire que chacun contribue à construire quelque chose et à le faire évoluer de façon particulière. Chacun est important. Voilà. Donc il y a ce que j'essaie de montrer ce soir, c'est qu'il y avait une certaine approche qu'on pouvait avoir du système, constater que ça fonctionne. Les mathématiques fractales, bon, c'est pas des objets, je ne sais pas du tout les utiliser non plus, mais qui permettent en physique de faire des choses très précises. Et surtout, le plus important, c'est dans la vie quotidienne, tout ça existe également, et suivant la façon dont on perçoit, dont on fait attention à cette réalité-là, on peut vivre beaucoup mieux ou beaucoup plus mal si on ne fait pas attention. Il y a des gens qui s'énervent dans les bouchons, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, d'énergie, de tout ça. Il suffirait. Ça fait le spectacle pour les autres. Mais c'est un peu triste quand même. Un petit peu triste. Donc moi je trouve que c'est très bien. Et la création, on aurait pu également parler de la création artistique, c'est très très lié au phénomène chaotique. Pareil. Mais on pourra en parler dans d'autres conférences, suivant vos questions à vous. Voilà, moi j'ai fini sur ce point-ci, c'est-à-dire que c'est le petit rien qui fait tout, et le petit rien, ça peut être vous. Voilà.